Messieurs, dames, nous sommes à l'extrême fin, là c'est la toute fin, hein. C'est-à-dire on peut pas faire plus fin que ça. Des bilans de fin d'année. J'en ai marre de dire cette phrase. Oh non. Nous sommes à la fin des bilans de fin d'année. Ah là, c'est pas vraiment des bilans. Vieux tas de merde que tu es. Et tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le chef. Mais on est donc sur des bilans d'attente finalement, puisque après avoir parlé des bilans 2025, on va se projeter en 2026 et on va donc discuter de mes 30 attentes les plus hautes en ce qui concerne le cinéma, les séries, les jeux vidéo pour l'année 2026. Évidemment, à la fin du live, si vous me dites ah tiens t'as oublié ça, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant pour la rediff. Coucou YouTube, et ben c'est pareil, mettez-le en commentaire hein, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou autres, ça peut être intéressant de me le dire, ou des choses que peut-être je suis pas au courant que ça va sortir en 2026. Après voilà, j'ai essayé quand même de faire un gros travail pour voir à peu près ce qui me tentait le plus. Donc il y a deux égalités, vous allez comprendre assez vite pourquoi, hein, mais c'est anecdotique. J'ai des attentes sur le final, vous verrez, hein, qui sont assez élevées. J'ai aussi beaucoup de curiosité. J'ai aussi des films qui sont pas là. Voilà, coucou les Avengers. Je l'ai dit, hein, c'est pas dans mon top 30 de l'année. C'est un film auquel je crois pas. Donc, j'ai pas particulièrement une hâte considérable de voir les Avengers. Par contre, il y a quand même des films estampillés Marvel ou des jeux vidéo qui vont attiser ma curiosité. Voilà, pour le coup, les Avengers, je pense que je serais curieux la veille pour le lendemain, mais en attendant, ça m'a l'air un projet, et puis de toute façon, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec Kang et les rattrapages un peu extrêmes, l'arrivée de Robert Downey Jr., enfin, il y a tellement de red flags que voilà, je verrai au moment où je serai dans la salle, mais ça fait pas partie de mes attentes particulières. Ne vous étonnez pas, hein, il y a films, séries et jeux. Et cette fois, après ce live, ce sera la dernière fois qu'on sera dans ce côté top, flop, bilan, avenir. Et ça fait du bien. C'est ce que je disais. Honnêtement, c'est la meilleure partie de l'année quand t'es le 15 décembre parce que t'as tout à faire. Mais c'est tellement de taf que t'es content quand on est comme là le 15 janvier et que tout se finit, bien sûr. On commence tout de suite, messieurs, dames, avec Bang Bang Bang. Deux rattrapages qu'il faut absolument que je voie. Sans commune mesure, Salvable et Henry Johnson. Deux films avec Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, vous le savez, c'est un de mes acteurs préférés all time. Oui, il est largement sur le podium et il n'est pas troisième, hein. Il y a lui, John Berntal et d'autres, mais il y a surtout lui et John Berntal. C'est des histoires qui me parlent. Henry Johnson, ça parle beaucoup de l'univers carcéral. Et Salvable, c'est sur un boxeur. C'est un film qui parle d'un boxeur et des difficultés dans la boxe, etc. Enfin, c'est très psychologique, slash drame, et ça va beaucoup plus loin que le milieu de la boxe. Je n'ai pas pu les voir en 2025. C'est deux films qui sont sortis en 2025 que j'ai pas eu l'occasion de regarder jusque maintenant, mais qui me tentent beaucoup. Ça fait partie de la mouvance Shia LaBeouf, cinéma d'auteur, cinéma indépendant, parce que là on est vraiment dedans, hein, dans le cinéma intimiste, et je trouve que Shia LaBeouf c'est là où il est le meilleur. C'est non seulement là où il arrive à tirer la totale liberté de son jeu, mais en même temps, je pense à avoir les réalisateurs qui lui font le plus confiance. J'ai hésité hein, à mettre à la place le prochain documentaire qui va sortir. Si jamais ça vous intéresse, il faut... moi, je vais essayer de le regarder, mais il y a un documentaire qui va sortir en 2026 où il joue son propre rôle, et c'est normal puisque c'est un documentaire qui parle du tournage de Megalopolis. Et apparemment, il y a plusieurs acteurs qui ne voulaient pas du tout être filmés pendant le tournage. Je pense que ça a été assez particulier quand même, Megalopolis, à faire. Hein. Au-delà de tous les problèmes et de tout ce qu'a connu le père Coppola pour le faire. Mais en gros, c'est un documentaire pendant le tournage. Il se trouve que certains acteurs, comme Adam Driver, n'ont pas voulu du tout être filmés et en parler et participer au docu.
Il se trouve que Shia LaBeouf, lui, il était content de le faire. Et je crois que Shia LaBeouf, il a pas trop kiffé le tournage de Megalopolis. Je crois qu'il aime pas Coppola. Ça passait pas d'un point de vue pas humain, hein, mais acteur-réalisateur, il avait voilà, bon, ça passait pas. Alors il y en a des réals avec qui Shia LaBeouf, ça passe très bien. David Ayer, par exemple, hein, depuis Fury, ils ont fait 1 ou 2 projets ensemble et c'est vrai que ça matche bien. John Berntal, quand ils font des projets à deux, ça matche très bien. Andrea Arnold, ça s'était très bien passé aussi. Là, apparemment, Coppola, c'était pas fou. Donc, je vais prendre. Comment dire, je vais prendre un malin plaisir à le regarder parce que je pense que ça peut être très intéressant, surtout que je dois être un des rares à avoir aimé Megalopolis. Donc oui, ce sera à mon avis sympa à suivre. Je ne l'ai pas mis dans le top 30, mais en tout cas, ces 2 films-là font évidemment partie de mes grandes attentes. Non pas vraiment pour 2026, mais ce sont les 2 seuls rattrapages, hein. Tout le reste des projets, ce sera des projets de cette année. Mais ceux-là, il faut que je les voie absolument pour revoir encore Shia LaBeouf au sommet du monde. Numéro 29, Tomb Raider, Legacy of Atlantis. On parle aussi de jeux vidéo, hein. J'ai été très séduit par la bande-son qu'on a vue. Ah oui, j'ai aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé Megalopolis. Je suis un des rares, hein, mais j'ai beaucoup aimé Megalopolis. J'ai été très séduit par Lara Croft déjà, hein, dans le trailer, mais surtout par la bande-annonce. Et Tomb Raider, moi j'ai le souvenir, en fait c'est très nostalgique, mais j'ai le souvenir Tomb Raider de n'avoir pu y jouer qu'à l'époque où j'allais chez mon cousin à Orléans, quand mes parents, notamment ma mère, allaient voir sa sœur. Et lui, il avait. Moi j'avais pas beaucoup de consoles à l'époque, j'ai eu des consoles assez tard. Oui et non, mais j'ai eu des consoles quand même assez tard. Et lui avait la PS1, il avait la Nintendo 64, etc. Alors du coup, on se faisait des parties de Mario, de trucs et tout. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait fait du Tomb Raider. Et j'avais été fasciné par les premiers Tomb Raider sur PlayStation 1. Je les ai jamais rejoués depuis, alors que j'aurais pu, hein, via émulateur ou autre. Mais j'étais fasciné par ce truc-là. Et en fait, l'idée d'avoir les remakes de Tomb Raider qui vont me ramener justement, et on le voit un peu dans le gameplay, ça a l'air d'être quand même assez fidèle à ce que c'était. L'idée de me ramener dans une expérience comme ça et de pouvoir enfin jouer à quelque chose dont j'étais très nostalgique à l'époque, ça me tente beaucoup. Au-delà du trailer, du retour des dinosaures, dédicace à Monzel et MOR 2077, hein, évidemment. Dès qu'il y a des dinosaures, on répond présent. Mais ouais, j'étais très curieux de voir ce qu'allait pouvoir donner Tomb Raider. Yaya m'en avait parlé, par exemple, hein, du fait qu'on allait très probablement au Game Award avoir du Tomb Raider. J'ai été assez séduit. Là où, par exemple, un James Bond ne rentre pas dans mon top 30, parce que je suis pas un grand fan de James Bond de base, les films ont tendance à me gonfler, hein. James Bond, les films d'espionnage slash action, etc., comme ça, moi, ça me parle pas trop. Je salue le côté beaucoup plus humain qu'a eu la saga avec Daniel Craig. Mais alors, s'il y a bien une saga et un style filmique dont je suis très éloigné, c'est ce style-là. Idem pour Mission Impossible et tout ce registre-là, hein. Vraiment, c'est pas des films, moi, qui me parlent particulièrement. Tomb Raider, dans le style un petit peu plus aventure, ayant apprécié les Uncharted, etc., oui, c'est vrai que ça me parle déjà beaucoup plus. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. J'avais beaucoup aimé les nouveaux Tomb Raider. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup apprécié les Shadow of the Tomb Raider, enfin, et tous ceux qui étaient sortis un petit peu rebootés, quoi. Un peu plus pareil, un petit peu plus humain, et un peu plus sombre, et loin de l'image ultra sexy de la Tomb Raider telle qu'on peut la connaître. Elle était un peu plus étudiée humainement et d'un point de vue cinématographique, j'ai envie de dire. Là, celui-là, ce retour aux sources me tente beaucoup. Donc c'est vrai que ça, ce sera Day One. De toute façon, tous les jeux que je vais vous montrer là, faut considérer que c'est des jeux que je ferai Day One. Et que j'ai hâte de découvrir parce que ça va me rappeler à ce côté nostalgique et en même temps me dire, je me demande ce qu'ils sont capables de donner là aujourd'hui en 2026. Avec voilà, l'arrivée, dinosaures, etc. Et puis le vrai remake, quoi. Pour moi, ça pouvait rentrer en numéro 29. Numéro 28, celui-là, c'est Furcy Né Libre, je crois.
d'Abdal Malik. Il faut absolument que j'aille le voir parce que le film me tente depuis que j'ai failli aller le voir au cinéma avec les collégiens. J'ai pas eu de bol puisque j'avais le choix entre ça, enfin j'avais pas le choix, c'est-à-dire que c'était dans des je sais pas si Papy l'a vu ce film-là, peut-être parce que Papy, tout ce qui est un peu film un peu plus un dé d'auteur, il aime bien. Mais je sais que quand j'étais au collège, il y avait donc des sorties cinéma pour le festival du film de société de Royan. Ce film-là a été diffusé et certains élèves y sont allés. Ça dépendait des créneaux horaires. C'était il y a un moment, hein. Et moi, j'ai vu Les Enfants de la Résistance. Et Les Enfants de la Résistance, c'est super nul. C'est vraiment super nul. J'ai pas eu de bol parce que ça aurait pu être bien, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et il se passe rien du tout dans ce film. Enfin, vraiment, ça joue mal. C'est assez catastrophique. C'est déjà dans mes flops de l'année, alors que je l'ai pourtant vu fin 2025. On l'avait vu un peu en avance, puisqu'on avait cette chance-là avec le festival du film de société. J'ai vu qu'il était sorti là donc cette semaine, et j'ai la chance qu'il passe au Lido à Royan, ce qui est un proche du miracle. Faut absolument que je le voie. Voilà, l'histoire me parle énormément. Ça fait partie de ce genre de cinéma que j'aime. Je pense que ça fait partie de ce genre de cinéma qu'on est les seuls pas qu'on est les seuls à savoir faire, mais il y a quand même une identité que j'aime beaucoup. Et puis surtout, je pense que si tu aimes le pitch et le rapport historique, etc., et la dimension que le film peut avoir, ça peut être un film qui te touche beaucoup et qui te laisse pas indifférent. Enfin, en tout cas, si le sujet te parle, pour moi, ça peut être très 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 sympa et surtout très intéressant. Donc oui, ça va faire partie des films qu'il faut absolument que je vois cette année. Il y en a quelques-uns, hein, vous allez voir, hein, il y en a quelques-uns, hein, des films français que je vous ai proposés. Et celui-là, en l'occurrence, il faut pas que je le loupe. Alors, ça tombe bien parce qu'il est à Royan, mais j'aurai très probablement l'occasion d'aller le voir la semaine prochaine. Et il faut euh, parce que c'est bien justement que ce genre de film-là puisse avoir non seulement une diffusion dans des grands cinémas, mais en plus beaucoup de diffusion. C'est quand même un film qui a 3 séances par jour, je crois. C'est-à-dire qu'on y croit. Et c'est bien parce que c'est un film qui sera, à mon avis, important. On fait un grand écart entre Furcine et Libre et Spider-Man Brand New Day. J'ai pas mis Avengers. Mais moi, Spider-Man, je suis quand même curieux. Ouais, non, Pritch, je suis quand même curieux. Euh, moi, Avengers, pour le coup, je vous le dis, je m'en fous. Et la plupart des Marvel, je m'en fous. Maintenant, c'est vrai que celui-là, dans la mesure déjà où John Bernthal arrive en rôle en Punisher, si on nous promet comment dire, un film un peu plus terre à terre, un peu plus street level new-yorkais, avec peut-être la participation du Caïd, avec Tombstone, avec donc une direction qui est autre. Hein. Au revoir John Watts, merci pour rien et à la prochaine. Et ça fait quand même plaisir. Et puis un côté un peu garcéniste, j'ai l'impression, dans toutes les images et les leaks qu'on a pu voir du rôle du Punisher qui arrive finalement dans la cour des grands, là, parce que c'est John Bernthal qui arrive dans le MCU pur après Daredevil Born Again, où là il était plus dans un aspect série télé, et puis en reprenant un peu de la trame de Netflix. Là, c'est vrai qu'on passe un cap supplémentaire. On a Michael Mando qui revient dans Le Retour du Scorpion. Je suis pas. J'ai pas d'espoir R 2060. En fait, si mon espoir concrètement, c'est John Bernthal, puisque John Bernthal a toujours dit qu'il ne reviendrait en Punisher que si le projet l'intéressait et que ça faisait honneur au personnage. Vous allez me dire, il y a l'oseille. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui John Bernthal est quelqu'un qui en a quelque chose à foutre de l'oseille? Je suis désolé, hein. Regardez les projets qu'il fait. Regardez la plupart des films d'auteur dans lesquels il est, les performances qu'il a dans les séries télé.
où on le voit peu, dans The Bear, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la passion, le script, travailler avec des gens qu'il apprécie et faire des bonnes choses. Il a pas beaucoup de faux pas, John Berntal, et c'est pas un mec qui est là pour le pognon, The Amateur. Mais The Amateur, il est là 3 minutes. Et The Amateur, c'est une sacrée déception. Mais c'est pas... Il est pas là-bas pour le cacher. Hein. Je veux dire, c'est justement un contre-exemple total, Xenom. Il est pas du tout là pour le cacher. Le mec, il est là 10 minutes. Peut-être parce qu'il croyait au projet, et puis qu'après, bah écoute, en même temps, le projet était pas bon à l'arrivée. Mais moi, je me dis... Et merci Montomox pour le Prime. Comment ça va, Montomox? 35e mois, quand même. Hein. Merci beaucoup. On en parle de The Amateur. Oui, je pense que la thune est là pour le pognon en partie. Mais The Amateur, vous croyez qu'il a touché combien, les gars? The Amateur, il est là pendant 2 scènes. Vous croyez vraiment que le gars, il a été payé des sommes faramineuses? Pour le pognon, est-ce que vous vous rendez compte, vu la notoriété actuelle du mec, de ce que John Berntal pourrait faire par pognon? Vu le flop que dalle. Mais tant mieux que ça flop, c'est un film de merde. The Amateur, je suis le premier à le dire, c'est hyper décevant et c'est mauvais. Mais regardez John Berntal aujourd'hui, les projets qu'il pourrait faire si c'était juste pour de la thune. Et regardez ce qu'il fait là maintenant. Quand il fait Lui et moi, il a un rôle principal d'une série qui est importante et intéressante. Et qui cartonne, et qui pour le coup est bonne. Mais derrière, quand il revient dans Daredevil Born Again, il revient parce que le projet est bon. Et il l'a dit, il l'avait refusé plusieurs fois. Hein. Le Punisher, il avait refusé, puis il a fait non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Le premier script de la série, il l'avait refusé. Il aurait voulu, et ça, j'aimerais bien avoir vos arguments, si c'est que pour le pognon, il aurait dit oui en mode bas les couilles. Bof, Born Again. Bah, moi, j'aime bien Daredevil Born Again. Je trouve que on sent qu'il y a eu plusieurs scénaristes, et on sent que le meilleur, c'est les scénaristes qui feront la saison 2, et c'est ceux qui participaient au projet Netflix. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu 2 séries en une, mais il y a quand même des bonnes choses. Difficile de dire que les passages avec le Punisher ne sont pas bons dans Born Again, ni le final d'ailleurs. C'est quand même assez porteur pour la suite de quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, s'il avait vraiment voulu que du pognon, je pense qu'il aurait fait autre chose. Et s'il avait voulu que du pognon, il serait pas venu. Puisqu'il l'a dit, moi je ne viens que si j'ai un projet qui est intéressant et que je juge intéressant. Il avait refusé les premiers scripts. Et encore une fois, Berntal, vous regardez les rôles qu'il fait, quand il va tourner Peanut Butter Falcon, où il a 3 scènes, il a même pas, je suis même pas sûr qu'il ait demandé un cachet, rien que parce qu'il aime bien Shia LaBeouf et qu'il voulait jouer son frère, parce qu'il avait ce rôle de mentor quand il jouait dans Fury, vous allez pas me, je connais trop bien le gars, vous réussirez pas à me faire penser l'inverse. C'est moi le maître Berntal ici, c'est tout, il y en a un, c'est moi. C'est tout. Moi c'est en gros, blague à part, ce que j'essaie de vous dire, le projet, c'est pas que j'y crois, c'est que j'ai envie d'y croire. C'est pas pareil. J'ai envie d'y croire parce que je me dis, comme Berntal est dans cette mouvance de je reprends le Punisher que si le projet me plaît, on a peut-être une chance que ce soit pas mal. Maintenant, peut-être que R2077, malheureusement, aura raison. Et peut-être que ce sera... très mauvais, c'est possible, mais j'ai envie d'y croire. Disons que globalement, le retour de Michael Mando, le retour de John Berntal en Punisher, le lien entre le Punisher et Spider-Man, qui sont 2 amis très proches dans les comics, la manière street level dont ça va être prononcé, bah moi j'ai plus d'attente, ou en tout cas plus de curiosité sur ça que sur Avenger. Avenger, j'en ai aucune. Avenger, je sais que ça me gonfle. Voilà, c'est un projet qui me fait chier. Spider-Man Brand New Day n'est pas un projet qui me fait chier. Voilà. C'est différent. Il n'y a pas le retour de J.K. Simmons. Si, peut-être qu'il reprendra son rôle de J. Jonah Jameson comme il avait dans les autres. Si, c'est possible. Mais en tout cas, Avengers ne m'inspire rien. Là, je me dis, bon, il y a quand même quelques petites choses. Après, ouais, si on a envie de casser les couilles, on peut trouver la petite bête un peu partout. Dans ce cas-là, sur les 30 projets, vous allez être capable de me dire, ah, ça fait comme ceux qui étaient là, oh là là, Odyssée, j'aime pas trop le costume du gars, ça va être de la merde. Ouais, ferme ta gueule. Ça va, il y a un plan avec un costume que t'as pas trop apprécié, tu connais même pas le tenant et l'aboutissant, tu juges les 2 minutes. Arrête de faire enculer. Avec tout le respect, Samy, s'il te plaît. Ah, ça va. Et les gars, c'est Nolan. Je pense que Nolan, avant d'avoir... on peut avoir tendance à faire confiance à Nolan. Si le film est pas au niveau, on sera le premier à le dire. Moi, Dunkerque, j'ai pas aimé. En attendant, je pense que s'il y a bien un mec où on peut se dire aveuglément, vas-y, je te fais confiance, c'est bien lui. Donc, faut voir. Moi, Brand New Day,
Et ben, voilà, j'ai envie d'y croire. C'est pas que j'y crois, j'ai envie d'y croire. Et je suis curieux. Alors, attendez, c'est 27e de mes attentes. On n'est pas top 5, hein. On n'est pas top 5. Mais, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas Et puis, de toute façon, un projet avec John Berntal, les gars. Voilà, soyons lucides. Je reste un être humain. Numéro 26, Crystal Lake, je crois. Alors ça, c'est dingue. Parce que, en vrai, c'est une série qui va parler de l'enfance de Jason Voorhees, notamment par sa mère, qui était tortionnaire, jouée par Linda Cardellini, que j'aime beaucoup depuis Urgence. Et c'est une série A24. Alors, si on m'avait dit que les origines de Jason Voorhees seraient proposées dans une série A24, ah ouais. Ah bah là, du coup, oui. Là, du coup, oui. Parce que si vous prenez l'origine de ce mec-là, tout le potentiel qu'il y a autour, là, on est d'accord, moi, en 2077, tout le potentiel qu'il y a autour, que vous le mettez dans une exploration A24 avec eux en boîte de prod et une actrice de la trempe de Linda Cardellini qui peut se transcender dans le rôle de la daronne, ouh là là, ouais, un peu, ça va faire un peu un style à la monstre, Monsters Edgin ou autre. Ah ouais, ouais. Ouais, si, c'est intéressant. Non, si, là, si, ça c'est intéressant. Euh, je m'attendais même pas, je vous ai dit, hein. Moi j'ai découvert ça tout à l'heure, là, et j'ai regardé hein, tout ce qui allait sortir dans l'année, j'ai fait pas mal de recherches pour bosser un peu le sujet, et j'ai vu que ça allait sortir, je me suis grave rencardé dessus, j'ai fait putain, mais ça a l'air vachement bien. Il a pas fini noyé avant de revenir pour buter tout le monde dans son histoire? Bah, me semble-t-il que si, hein. Me semble-t-il que c'est un délire dans ce genre-là, hein. Moi, je suis pas un grand spécialiste hein, des Vendredi 13, Freddy, etc. Je connais le minimum syndical. Mais là, tu vois, justement, Mike, pour le coup, bah, le fait que A24 le produise, je me dis, ça peut être une horreur psychologique. Je pense pas. On va y avoir droit forcément une fois ou deux. Il y aura peut-être quelques visions de slasher, mais je suis pas forcément sûr que le slasher sera la partie la plus impressionnante et la plus importante du récit. À mon avis, ce sera un vrai drame horrifique psychologique. C'est une torture un peu visuelle et créative. Par du A24 avec Linda Cardellini. Et en plus, sur un sujet, voilà, hein, autour de Vendredi 13, où ils savent que de toute façon, bah, ça va être hyper important parce que bah, beaucoup de gens vont être curieux de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se plaignent que le jeu vidéo Vendredi 13 n'existe plus, hein. Par exemple, c'est vous dire quand même l'aura qu'a la saga, hein, parce que le jeu était pourtant pas terrible. T'as des gens qui regrettent aujourd'hui que je crois les serveurs sont morts ou des trucs comme ça ou qu'il n'y ait plus personne dessus. Il y a eu des remakes, il y a eu des reboots. Là, c'est A24 qui le fait, c'est une origin story. Oh, ça va se regarder vite, ça. Ça va se regarder vite. Et puis c'est vrai que c'est original. C'est original. Moi, personnellement, je considère que c'est surtout original que A24 se penche sur un truc comme ça. Parce que c'est assez particulier quand même, hein. Et puis A24, ils font beaucoup de films. Faut savoir ils ont fait des séries, mais pas tant que ça non plus. Donc les voir dans le registre de la série, ça pourrait être intéressant. Donc oui, moi ça va être une attente, une de mes grosses attentes de l'année. Euh, Crystal Lake. Euphoria, The Idol. Oui, il y en a eu, mais pas beaucoup. Et puis Euphoria, bah, on voit ce que ça a donné, hein. On voit la qualité de la série. La bataille de Gaulle, numéro 25. Alors là, évidemment, ici, vous le voyez, hein, c'est une image d'archive. Le film sera en plusieurs parties. Moi qui adore les films de guerre et qui va mettre pas mal l'accent là sur le cinéma français encore plus cette année, je suis très curieux. Alors, ce sera en plusieurs parties. Je suis très curieux de savoir comment ils vont manœuvrer ça parce que ça va pas forcément uniquement parler de la guerre 39-45, moi qui est un sujet qui me passionne, mais je crois que ça ira même plus loin jusqu'à son mandat présidentiel. Donc hyper curieux de voir ce film. J'ai pas vu celui avec Lambert Wilson. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut, mais je suis pas sûr qu'il avait une de très bons retours.
Mais celui-là, il a l'air d'être fait un petit peu comme dans la mouvance des films d'aujourd'hui, en plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à brosser. Donc on les fait, là, lui, pour le coup, je crois que ce sera un film en 2 parties. On a beaucoup de choses à discuter, donc on le fait en plusieurs temps, ce qui n'est pas idiot. De Gaulle, c'est un personnage immense, hein, évidemment, de l'histoire de France. Je sais qu'il y a Mathieu Kassovitz qui joue dedans, donc pareil, Mathieu Kassovitz, en général, on peut considérer que quand il va dans certains projets, c'est qu'il y croit un minimum. On peut être fan ou non du bonhomme, hein, mais bon, c'est quand même un mec qui s'engage quand, en général, il y a quelque chose d'intéressant à la clé. Moi, je l'ai pas vu, R2077, alors c'est bien que tu m'en parles bien, parce qu'il me semble qu'il n'avait pas une super réputation. Les films où tu vas commencer à être hype, ce sera en top 20, 15, 10. Tous. Après, c'est des attentes. Des attentes sont différentes. Alors oui, bah, quand vous allez voir mon podium ou mon top 5, bah oui, bah ouais, là, vas-y, là, je suis comme as, tu vois. Oui, je me dis, vas-y, non, vite, 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 vite. Mais il y a plein de films où je suis curieux aussi. Où je suis hype, hein. Je veux dire, après, il faut placer le degré de hype. Mais en vrai, j'ai mis Crystal Lake en 26 parce qu'on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Je suis hype de ouf. Parce que je me dis, c'est super original. Et c'est super original. Il me semble qu'en ce moment, il y a une série télévisée sur la vie de Mitterrand. À croire qu'il y a une hype autour des anciens présidents en ce moment. Ah, puis il y a le. Alors, tu vois, ce projet-là, pour le coup, m'intéresse pas vraiment. Le Mage du Kremlin avec Paul Dano et Jude Law, là, qui raconte l'histoire de Vlad, Bart. Ça, je pense que tu seras le premier au cinéma. Là, c'est tout bête et méchant, hein. C'est-à-dire que l'homme et l'apport historique ne m'intéressent pas beaucoup. J'irai sûrement le voir plus pour, comment dire, par acquis de conscience et par devoir, parce que c'est possible que ce soit un film important, et c'est des films qui sont audacieux, c'est quand même hyper audacieux de faire un film là-dessus, mais pour le coup, tu vois, c'est pas un film, moi, qui m'inspire particulièrement, parce que les personnes dont on parle ne m'inspirent pas plus que ça. De Gaulle, déjà beaucoup plus. Et puis je vous dis, moi, le côté mêler la guerre avec aussi son mandat politique et faire vraiment une frise chronologique assez grande avec les trailers qu'on a vus, là, les bandes annonces, où ça avait l'air quand même assez bien foutu et très punchy. Enfin, pas punchy, mais très, très bien filmé et plutôt convaincant, ne serait-ce que dans l'acteur principal qui joue De Gaulle, etc., où il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Rien à voir avec le mot punchy, du coup, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Mais oui, non, ça va faire partie des films que j'attends, ouais. Ouais, ouais. Et qui, potentiellement aussi, pourraient, pourquoi pas, devenir des films importants par la suite. Tu l'attends, Marty Suprême? Non, 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 l'histoire m'intéresse pas plus que ça. Pareil, je le regarderai par curiosité, parce que je pense que c'est un film à voir, mais c'est pas une de mes grosses attentes. J'ai un pote qui a tourné dans la bataille de Gaulle, ça c'est lourd. En figurant ou en acteur? Non, Marty Suprême, je regarderai parce qu'il faut le voir, mais et puis pour Timothée Chalamet, voir un peu sa performance, parce que je pense qu'il va vraiment acteur, c'est cool. Il va vraiment, à mon avis, encore une fois, être assez bluffant. Ce que je pensais pas pouvoir dire, parce que Timothée Chalamet, pendant longtemps, moi, je trouvais qu'il était assez moyen. Euh, mais là, depuis Complete Unknown, j'ai quand même bien changé d'avis. Et j'attends d'en voir plus. Là, Papy, il va bander trop fort. Si Papy, il capte, il va bander trop fort. Parce que ça, je l'attends fort aussi. Merci la fac de cinéma. Merci la fac de cinéma. Le film s'appelle I Want Your Sex. C'est pas une vanne. C'est avec Olivia Wilde. C'est Greg Araki qui le filme. Et Totally Fucked Up, machin, les trucs là. Tous les films qu'il avait fait sur la Doom Generation, qu'est-ce que j'en ai bouffé à la fac. Mais alors, il a un talent, ce mec. Et là, il revient donc avec cette année I Want Your Sex,
qui parle un peu, je crois, me semble-t-il, de la génération Z, sur les relations amoureuses, sexuelles, etc. Enfin, ça a l'air un pitch encore assez particulier, mais tu peux faire confiance au réal. Et alors, Olivia Wilde, quelle actrice exceptionnelle. Olivia Wilde, qui est réalisatrice, hein, il faut le savoir aussi, et pas la dernière, parce qu'en général, ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bah moi, j'ai vu 2026, papy. Il n'y a pas de date. Moi, j'ai vu 2026. J'ai regardé dans toutes les sorties attendues. Il y a 3 sites différents qui m'ont dit que ça sortait en 2026. Alors après, sites français et anglais, hein, les deux, le site est dedans. Après, peut-être que les sites disent de la merde. Alors dans ce cas-là, au cas où, guillemets, parce qu'il peut y avoir même des projets qui seront repoussés et malheureusement qui sortiront pas cette année dans ce que je vous propose. Guillemets, 2026, on espère. Voilà, moi de ce que j'avais vu, c'était 2026. Mais on verra déjà les retours au Sundance Festival, etc. Mais retour du bonhomme, enfin j'imagine ça papy que tu l'attends aussi malgré tout. Que ce soit 2026 ou 2027, c'est toujours intéressant d'en parler, parce que parler de Greg Araki, c'est toujours important d'en parler. De reparler voilà, des films style Totally Fucked Up, ou il avait fait un film, je crois, avec Rose McGowan aussi. Alors, je me demande si c'est pas... Attendez, je vais regarder... C'était lequel? Hop, je crois que c'était Doom Generation. Ouais, c'était The Doom Generation. Avec James Duval et, avec James Duval et Rose McGowan. James Duval qui était dans Independence Day, qui jouait un des enfants dans Independence Day. Mais oui, alors ça va être un film que j'attends énormément. Rien que pour la promesse du réalisateur, pour avoir choisi Olivia Wilde comme rôle principal, pour l'intituler évidemment du propos et de ce que semble être la narration sur la Gen Z désœuvrée, le rapport à l'amour, le sexe, etc. Et puis bah, je vous dis, oui, bon, c'est vrai que Greg Araki, on m'en a beaucoup, 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 beaucoup parlé à la fac. C'est un réalisateur que je trouve très, très costaud. Même titre que... on en parlait l'autre jour, papy. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il les mettait beaucoup c'est Greg Araki et Harmony Korine, je crois. Étonnamment, c'est vrai qu'à la fac, les gens en parlaient beaucoup. Et j'aimais bien. C'était assez expérimental, c'était assez particulier. Mais qui a réalisé Spring Breaker? Spring Breaker, le film. Il n'y a pas un film, Spring Breaker? Spring Breaker. Harmony Korine, voilà, c'est ça. Ouais, Harmony Korine que j'aime beaucoup aussi dans le genre. C'est Harmony Korine qui a fait Spring Breaker et c'était vachement bien ça. En fait, j'ai des goûts de mec de fac de ciné sans être allé en fac de ciné. Mais toi, papy, on sait pas si t'as vu les films. Moi, je pense que tu fais une Lucio du film indé. Hein. Ça se trouve, tu prends, tu regardes les cahiers du cinéma. En début d'année, tu coches des films, etc. En mode, bon, bah, ceux-là, ça va faire vachement bien si je les regarde. Tu regardes ensuite sur Letterboxd s'ils ont plus de 4, et puis ensuite, toi, tu mets ta note. Bon, papy, c'est possible, hein. Non, mais en vrai, c'est bien, papy, parce que est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent Greg Araki ou Harmony Korine? C'est vraiment des réalisateurs plus qu'indés pour le coup. Ah, ils ont quand même leur bonne petite réputation, hein, mais c'est quand même moins connu que des Lars von Trier, qui sont pourtant pas hyper connus. Voilà. Mais c'est des mecs qui ont fait des super films, beaucoup sur la jeunesse. Spring Breakers est super. Greg Araki, bah ouais, lui il est génial aussi. Doom Generation, Totally Fucked Up. Allez regarder parce que c'est des mecs qui ont un super talent, vraiment. Enfin, c'est des gars, ils ont des années et des décennies de cinéma derrière eux, je crois maintenant. Hein. Mais c'est des cinéastes très importants de l'envers du décor de la jeunesse, américain ou autre. Enfin, bah, ouais, moi j'ai tendance à voir ces mecs-là un peu comme ce qu'avait fait aussi Kim Chapiron dans Dog Pound. Voilà. Dans des styles radicalement différents, mais pour moi, Kim Chapiron, c'est un mec ultra important. C'est un gars ultra important. Ce qu'il a fait, par exemple, sur Dog Pound est ultra important. Et là, je dis ça parce que ça parle aussi de la jeunesse. Alors là, c'est dans un univers carcéral, etc. Mais ouais. Alors, espérons qu'il sorte en 2026 alors. Bah, moi, j'ai vu qu'il sortait en 2026. Alors bon, ce sera peut-être qu'au Sundance. On aura les premiers retours. Mais espérons qu'il sorte en 2026.
Numéro 23, Blade Runner 2099. Ça aussi, normalement, c'est censé sortir cette année. Produit par Ridley Scott. On verra, hein. Mais j'ai pas aimé, moi, Blade Runner, la version de Denis Villeneuve. En grande partie, je trouve qu'il se passait pas grand-chose et je suis assez hermétique à Ryan Gosling. C'est vrai que il y a quelques scènes intéressantes, mais j'avais eu un peu de mal. Là, pour le coup, étonnamment, je pense que le format série va vachement bien se prêter à Blade Runner. Alors Blade Runner en film, ça peut peut-être être un peu long, mais en série télé, je pense que le projet peut être hyper cool. Et je pense que le style de la série, sur le côté ultra cyberpunk futuriste, etc., au niveau, ouais, les thématiques et l'esthétique, ils vont pouvoir tellement travailler les choses. Ça, c'est pas top 30, je sais pas, il y a de l'indifférence autour de Blade Runner. Bah oui, peut-être pour l'opinion commune. Après, moi, c'est vrai que ça reste quand même. Ça va devenir une saga, hein. Il y a eu le premier, il y a eu le deuxième, là maintenant il y a eu une série. Bon, ça reste des films. Bon, le premier Blade Runner dans l'univers de la science-fiction est immensément important. Le 2049, je l'ai pas trop. Bon, esthétiquement et visuellement irréprochable, mais je l'ai pas trop apprécié sur le fond. Là, je trouve qu'en série, ils peuvent régler les problèmes que j'avais pas trop aimé dans 2049 et alors proposer un truc futuriste, esthétique, créatif, extraordinaire. Je pense que en termes de créativité, ça peut être fantastique. Attention, parce qu'avec les séries télé où il se passe rien du tout dans les épisodes, oh oui, mais enfin là, ça reste de l'ordre de Blade Runner. Je pense si, je pense quand même qu'on aura quelque chose à manger narrativement et dans les thématiques que ça propose. Après, tu sais, Mike, il y a plein de gens qui disent que dans Andorre, il se passe rien, hein. Blade Runner 2049, j'ai eu du mal, mais j'ai eu du mal pas uniquement avec le rythme ou le fait que je trouvais ça long. J'avais du mal aussi avec Ryan Gosling et, euh, et l'âme du film en règle générale. Là, ces problèmes comme ça peuvent être réglés peut-être dans un format série télévisée. Et moi, le contemplatif, j'aime bien. Ah oui, Mike, il y a des gens qui n'aiment pas trop Andorre parce qu'il se passe pas grand-chose. Faut le dire, Andorre, il y a des moments assez lents, contemplatifs, beaucoup de dialogues, de discussions. Dans la saison 2 d'Andorre, on est tous d'accord pour dire que les 6 premiers épisodes, globalement, il se passe pas grand-chose. C'est la beauté des 6 suivants qui fait que la saison 2 est très bonne. Mais en même temps, dans les 6 premiers épisodes, on pose les bases pour la suite. Donc s'ils sont pas là, il n'y a pas le reste. Donc, mais je pense que oui, il y en a, ils sont hermétiques. Et quelque part, je peux comprendre. Andorre, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je pense que Blade Runner, ce sera pas le cas non plus. J'adore le contemplatif, mais dans les séries télé de ces dernières années, on l'a tellement utilisé pour l'excuser qu'il ne se passe rien dans les épisodes. T'as des exemples de séries? Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai un pote au collège, un de mes collègues, il me dit Breaking Bad, c'est long, il se passe rien, c'est dur de s'accrocher. Quand il y a Gus, c'est interminable. Et tu vois, moi, j'ai pas du tout la même vision. Je suis là, genre putain, quand il y a Gus, c'est là que tout s'accélère. Franchement, moi, Breaking Bad, par exemple, j'ai jamais trouvé ça lent. T'as des gens qui ont lâché Better Call Saul au bout d'une ou deux saisons parce que c'était trop lent pour eux et qu'il se passait pas grand chose et que c'était trop. Bah, moi, putain, mais me dire Breaking Bad ou Better Call Saul, tu lâches, mais moi, Breaking Bad, dès la première épisode, dès la première saison, je trouvais ça super. Vraiment. Les anneaux de pouvoir, il se passe rien. Et puis alors non mais les anneaux de pouvoir, il y a trop de trucs qui vont pas. Les anneaux de pouvoir, c'est bien pété ça. Ça, les anneaux de pouvoir, c'est bien pété ça. Là, il se passe rien. Et le peu de trucs qui se passent, c'est pas bien. C'est pas beau. C'est un cosplay du Puy du Fou, cette série de cons là. Non, les anneaux de pouvoir, c'est pas bien. Mais je pense qu'à mon avis, là, esthétiquement, on sera dans autre chose. Et puis, il faut se dire un truc, Ridley Scott produit. Ridley Scott, on peut dire ce qu'on veut sur... vieux tas de merde que tu es. Ridley Scott, on peut dire ce qu'on veut. Même, et ça, pour le coup, Anaclusmos avait raison, même Covenant, que je conchis comme pas possible, visuellement, ce qui doit être fait proprement est fait proprement. À part le Xeno en image de synthèse et puis quelques plans, et je trouve que le reste, la deuxième partie du film est hyper terne dans la photographie, enfin ça apporte rien. Par contre, Prometheus, vous vous dites, le film aura bientôt presque 20 ans.
S'il les a pas déjà, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Non, peut-être pas quand même. Mais il est de quelle année, Prometheus? Je dirais entre 2006 et 2012, moi. Ça commence à dater quand même. Visuellement, il est toujours extraordinaire. Il est de 2012. Ouais, bon, ouais, je me suis un peu emporté sur. Il aura bientôt 20 ans, mais il a quand même 15 ans. Si Ridley Scott met un petit peu sa main pour l'aspect esthétique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis oui, c'est plutôt un bon producteur. Raised by Wolf, j'en ai entendu beaucoup de critiques positives. C'est vrai que je suis assez curieux, moi, de voir cet univers-là en fonction série télévisée. Avec des grandes guillemets, puisque là, pareil, au fur et à mesure de ce que j'ai regardé sur Internet, House of the Dragon sortirait cet été. Matt Smith aurait dit que ça sortirait en août. À voir, encore une fois, si c'est vrai. Est-ce qu'ils vont faire sortir deux séries différentes Game of Thrones dans la même année? Et coucou à Win. Ouais, aujourd'hui, on a eu des interviews de George R. R. Martin, rassure pas. C'est-à-dire, sur le fait que ça sorte pas cette année, c'est avec des grandes guillemets. Ça va donner quand même l'occasion d'en parler. House of the Dragon, je le mets entre guillemets que en 22, puisque la saison 2, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, pour être tout à fait honnête avec vous. Je l'avais trouvée plutôt bonne, mais alors vraiment de transition. Hein, une sacrée transition. Avec quelques moments forts, quelques séquences marquantes, je dirais pas quelques épisodes qui valent le coup, mais plus quelques bribes de moments intéressants et poser des bases et des bases et des bases et des bases pour la 3. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on a plus beaucoup de saisons, hein, House of the Dragon. Je sais plus s'ils veulent s'arrêter à la 4 ou à la 5. Va falloir que ça commence à décoller. Si ça arrive cette année, oui, je suis quand même hypé. Et oui, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Parce qu'à mon avis, quand ça va mettre les bouchées doubles, ça pourra les mettre avec énormément de potentiel. S'ils veulent finir avec la 4, ils sont bien obligés de toute façon maintenant d'activer très fortement l'allure pour la saison 3. Attention à pas tomber dans le piège de Game of Thrones traditionnel, c'est-à-dire faire comme les saisons 7 et 8. Ah merde, il nous reste plus beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'épisodes. Bon bah quasiment full actionneur et puis bon bah le scénario, tant pis, on passe outre. Moi, j'ai aimé la saison 7 de Game of Thrones. Je la trouvais à peu près. Bon, il y avait des incohérences. Enfin, il y avait des grossièretés, on va dire, et des gros raccourcis narratifs. Mais je la trouvais plutôt cohérente dans ce que ça proposait. Et puis, c'était surtout encore très pertinent à l'époque. La saison 7, moi, je fais partie de ceux qui l'aiment bien. La 8, ah oui, hein, c'est sûr que il y a quelques épisodes et quelques séquences impressionnantes visuellement. Mais alors, c'est un gouffre énorme et sans fond et sans fin, narrativement parlant. C'est une fin catastrophique, pas du tout à la hauteur de la série. House of the Dragon n'a pas le droit à l'erreur. Attention à ne pas commettre la même erreur parce qu'il reste plus que 2 saisons. Surtout que oui, si déjà R.R. Martin s'embrouille avec les showrunners en disant putain, c'est plus trop mon histoire, vous faites chier, machin, bon, ça n'augure rien de bon. La saison 7, vas-y, c'est bien, mais pas au niveau excellence ni très bon. Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Game of Thrones, pour moi, les saisons. Le prime Game of Thrones, c'est 3, 4, 5, 6. Saison 1 et 2 sont bien, hein. Mais pour moi, le prime de Game of Thrones, c'est saison 3, 4, 5, 6. Je pense que la saison 6, on se rend pas compte. Hein. La saison 6, on se rend pas compte de ce qu'elle a apporté. La saison 6, on se rend pas compte des derniers épisodes, de la folie furieuse que c'était ce truc-là. Hein. Et pourtant, il y a plein d'autres très bonnes choses avant dans Game of Thrones aussi. Pour moi, le prime, c'est 3-6. Maintenant, la 7, je la regarde sans déplaisir. Je la compte encore dans le côté positif. La 8, non, pas du tout. Donc oui, je suis curieux parce que effectivement, ils vont pas avoir le droit à l'erreur. Là, il n'y a pas droit à l'erreur du tout. Là c'est à un moment donné, la première saison était bonne, elle avait à peu près mis tout le monde d'accord. La deuxième, c'est beaucoup de transitions et c'est vrai qu'on se demande un peu où vous allez aller. On peut trouver le temps long. Il y a des bonnes séquences, mais il serait temps maintenant de voir venir. Allez-y maintenant. Allez-y. Là, la saison 3 et 4, vous avez peu de temps. Va falloir absolument nous proposer quelque chose
Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Non, l'autre série Game of Thrones, je vais être honnête avec vous, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Alors, c'est, à mon avis, je regarderai, évidemment. Et peut-être qu'au fur et à mesure où je regarderai la série, je vais être intrigué et séduit. Donc, je pense que ça va venir vraiment. Bah, pour l'instant, non, Mike, je suis honnête, hein, pour l'instant, l'autre spin-off ne m'intéresse pas du tout. Par contre, peut-être que devant le fait accompli, le moment où je regarderai la série, je vais me dire ah oui, en fait, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils vont dans des choses qui me plaisent. Mais là, honnêtement, non, pour le moment, non, pas du tout. Pas du tout. Je préfère, à la limite, si cette série-là, on n'en attend pas grand-chose, je préfère qu'ils se plantent pas sur House of the Dragon. Je suis beaucoup plus proche de la dynastie des Targaryens, du principe justement de cette série-là, narratif. Donc bon, je mise plus là-dessus, quoi. Putain, on est qu'à la 22, il me reste 23 minutes, quelle horreur. The Drama, peu d'informations là-dessus. Normalement, ça sort aussi cette année. Robert Pattinson et Zendaya en couple dans un film, voilà, auteur dramatique. Ça sort, ouais, ça sort, ça sort normalement prochainement. T'es plus proche des Targaryens, cette phrase doit être remise à son contexte. Je ne me fais pas ma famille pour autant. Voilà, je me tape pas mes cousins, mes cousines. Ma cousine serait Daenerys. Donc The Drama avec Zendaya et Robert Pattinson. Bon, évidemment très curieux du projet. Moi, j'adore quand Zendaya. Alors, bon, Robert Pattinson, il nous a prouvé à maintes et maintes reprises maintenant qu'il était capable de tout jouer et qu'il a dans une multitude de projets, lui, qui sont énormes. Mais le registre comédie romantique slash dramatique avec Pattinson et Zendaya, les deux ensemble, je pense que ça peut coller très fort. Et Zendaya, elle aussi, qui est sur tous les fronts, mais vraiment tous les fronts. Et cette année, qui peut être dans 4 ou 5 de mes attentes de fin d'année, hein, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ouais. Zendaya, je trouve qu'elle est rarement aussi talentueuse que quand elle est dans des projets comme ça. Tu la regardes dans Euphoria, tu la regardes dans Malcolm and Mary, tu peux la regarder dans un genre de projet elle est très proche de l'amour, elle finalement, hein, en règle générale. C'est quelqu'un dans les films qu'elle fait, les relations de couple déstructurées et difficiles, elles sont toujours là, hein. Donc moi j'adore quand elle est dans ce registre-là. Je trouve que c'est ce qu'elle fait de mieux. Même si elle fait beaucoup de bonnes choses et qu'elle elle a que des talents, elle, donc ça aide bien, hein. Mais ouais, je suis très curieux de voir un peu le Zendaya doit être au moins 4-5 fois. Bah là, elle l'est déjà 2 fois. Ouais, elle l'est encore au moins 2 de plus. Ouais, bah oui, Zendaya, hein, encore, j'en ai peut-être oublié. Mais ouais, c'est vrai que 2026, elle va envoyer du lourd, hein. Mais elle peut se permettre. Elle peut se permettre sans aucun problème. Mais, mais ouais, non, je la trouve rarement aussi rayonnante que quand elle est dans ce genre de production. Indépendante, comédie romantique, assez dramatique, avec une touche de désespoir quand même. Attention à ce qu'elle... Moi, je le dis souvent, mais attention à ce qu'elle ne fasse pas que ça non plus. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses, mais attention, quand on la voit dans Dune, c'est radicalement différent. Attention à ce qu'elle fasse pas que de ça non plus. Parce qu'honnêtement, tu regardes Cliffhanger, Euphoria et Malcolm and Mary, j'aime beaucoup les 3 projets, ça pourrait être le même personnage, hein. C'est-à-dire, Malcolm and Mary, c'est sidérant à quel point ça pourrait être Roux Bennett 20 ans après, hein, ou 10 ans après. Clairement, sans aucun problème. Donc, faut pas qu'elle fasse que ça non plus. Mais bon, on prend quand même, parce que c'est vrai que elle est tellement douée là-dedans. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les autres, parce que là, il est déjà 22h10. Evil Dead et Return to Silent Hill. Pourquoi je les mets à égalité? 2 films français. Je veux rien savoir, je m'en fous. Christophe Gans et le réalisateur de Vermine. Alors, je n'ai plus le nom exact, mais surtout, Return to Silent Hill avec Christophe Gans, etc., ça peut envoyer fort, parce qu'on a un sacré réalisateur derrière. Vanitschek, voilà, merci Yaya. Et Evil Dead, alors, sous réserve,
Faudra voir si je suis capable d'aller voir Evil Dead, parce que c'est tellement gore et tellement trash que ça se trouve, devant le fait accompli, je vais me dire, ah non, vas-y, c'est trop gore, c'est trop violent, non, j'y vais pas, parce que c'est pas forcément le genre de film vers lequel je vais. Il n'en est que... attends, non, il n'en a... Bon, bref, en gros, euh, le fait que le réalisateur de Vermine ait été promu sur une nouvelle version d'Evil Dead, bah, c'est quand même hyper impressionnant parce que ça veut dire que Vermine a plu à l'étranger et que le film a globalement plu. Vous le savez, hein, moi, Vermine, c'est un film que j'ai adoré, que ce soit dans le côté très courtrage-mais du fond et le côté film d'animal tueur, horrifique, d'ambiance, de la forme, c'est superbe. Donc c'est vrai que c'est deux projets, moi, qui me tendent beaucoup et que j'ai hâte de voir. Euh, Return to Silent Hill, je sais que j'irai. Evil Dead, j'espère que j'aurai les couilles d'y aller. Et écrit par Flaubert, Evil Dead, donc très curieux. Oui, oui, non, mais ça, tous les voyants sont au vert hein, sur Evil Dead. Enfin, tous les voyants sont au Flaubert. Flaubert. Oh non. Je t'emmerde, vieux tas de merde que tu es. Oh non. Arrête, Anaclusmos, t'as rigolé, je suis sûr. T'as dû te dire, putain, quel bâtard. Pathétique. Mike, je l'adore, c'est vraiment un heal. Classique et sans surprise. C'est exactement Vraiment, ce hein. que me reprochaient Mike- les peu de femmes que j'ai eues dans ma vie. Mike, je le kiffe parce qu'il est comme moi. Dans la vraie vie, je suis sûr que c'est un heal. C'est le mec, il en a rien à foutre. Pathétique. Tu sais, genre, la moindre punchline, la plus courte est la meilleure. Il y aura pas de face turn avec Mike. C'est un heal, c'est obligatoire. En espérant que tu kiffes plus le film que le jeu. Bah, je l'ai fait le jeu. Je me rappelle même plus. On l'a fait le jeu Evil Dead? Je l'avais testé Evil Dead? J'avais testé vendredi 13. Ah, Silent Hill! Ah oui, parce que le jeu Evil Dead, j'avais pas le souvenir. Ah oui, non, Silent Hill 2, c'est éclaté au sol. Ah non, c'est vraiment catastrophique. Non, mais les films étaient bien, hein. Alors, je me souviens plus. J'avais vu le premier, pas le deuxième. Mais le premier Silent Hill où bah, il y avait l'actrice qui jouait dans The Mist et dans... Il y avait Laurie Holden qui jouait dans Walking Dead. Il y avait l'actrice qui jouait dans Pitch Black, qui jouait l'actrice principale. Et Sean Bean, qui ne meurt pas. Quand même, c'est important à souligner. Le premier Silent Hill était vraiment bon. Hein. Le deuxième, j'ai pas vu. Mais celui-là, faut voir. Mais moi, en tout cas, je suis curieux de ces deux films-là. Puis encore une fois, hein, la France a d'incroyables talents dans le fantastique et dans l'horreur. Et on le prouve, puisque même maintenant, les Américains viennent nous chercher. Donc c'est bien. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, mais... Gourou! Ah, comment ça, il meurt pas? Eh non, assez étonnant pour être souligné, mais je crois pas. Bah, on le voit pas beaucoup, hein. C'est le mari qui vit dans le monde normal pendant que sa femme est dans l'univers de Silent Hill. Alors je crois pas, faudrait que je le revoie, mais il me semble pas, parce que de toute façon on le voit pas beaucoup, donc il a pas vraiment l'occasion de crever. Nouveau rôle de composition pour Ninet. Oui. Alors Pierre Ninet, moi j'aime beaucoup. Le film en soi, de base. Je m'y étais assez peu intéressé, donc j'étais assez peu curieux. Par contre, j'ai regardé le pitch et de quoi ça va parler. Ça va être un film tellement important vu le monde dans lequel on vit que c'est un indispensable. En gros, ça parle de quelqu'un, je crois, pas influenceur, mais genre, vous savez, comme tous les gens là qui vous promettent des produits, des trucs, des machins, des business plans, des entrepreneurs, des trucs. Et en fait, c'est un mec qui déchaîne tellement, voilà, il est coach de vie. Et il déchaîne tellement les passions que visiblement, ça finit par rendre fou tout le monde, lui le premier, les gens. Il va y avoir une espèce de cette fascination pour l'irréel et pour ce coaching totalement abject quel format coaching de vie. Enfin moi, en fait, quand je vois le pitch, je vois tout ce que je déteste dans notre situation actuelle et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Le coaching par l'influence, les publicités que tu vois, les masterclass gratuites, les trucs, les machins, qui te vendent du rêve pour des choses qui valent à peu près pas un rond. Et bah, j'ai un peu l'impression que ça se dirige là-dessus. Rôle taillé sur mesure pour Pierre Ninet, où je pense qu'il va se transcender. Ce sera, à mon avis, une expérience de transcendance. Une expérience à la fois transcendantale et verticale.
Je suis Emmanuel Gomez. Je suis coach total. Il y a que Kemar que j'aime bien en coach, parce que lui, il a bien compris à quel point c'était bidon. Mais non, la blague à part, je pense que c'est un film où Pierre Ninet va vraiment encore plus prouver à quel point l'acteur est capable de tout faire. Parce que c'est quand même un sacré bon comédien. Sur tout un tas de registres, hein. Pierre Ninet, on a tendance à dire en général que les gens qui savent jouer la comédie sont souvent les meilleurs acteurs. C'est vrai, Alexandre Astier le disait. Quand tu vois à quel point Pierre Ninet il est bon dans la comédie, et pourtant je sais pas s'il a commencé par la comédie ou autre, mais ça me choque pas, parce que ça me choque pas. Tu le vois dans Monte Cristo. Il y a des gens qui n'aiment pas hein, Monte Cristo. Je me demande même si Monte Cristo n'est pas considéré comme un film facho maintenant. Vous savez, on est en 2025, hein, moi, le ramassis de conneries que les gens peuvent dire. Mais il n'y a pas des trucs comme quoi Monte Cristo, finalement, non, c'est pas un film qui est considéré comme facho ou trop pro-français ou un truc comme ça, ou j'en sais rien. Non, pas vraiment. Ok, d'accord, je confonds peut-être alors. Parce que je sais que maintenant, il se tape une phase de hate, le comte de Monte Cristo, genre, visiblement, bah, il serait horriblement surcoté et en fait assez calamiteux. À se demander si quand même on a vu le même film, ou si on connaît un peu ne serait-ce que l'histoire du cinéma français, ou la prise de risque que ça propose, des choses comme ça. Bref, il était très bon dans Monte Cristo, et je pense que la plupart ont considéré quand même, une grande partie des gens ont encensé Monte Cristo, je pense à juste titre. Pierre Ninet, c'est un mec qui est capable de tout faire. Et là, on le verra d'autant plus, je pense, avec Gourou. Mais moi, c'est même au-delà de Pierre Ninet, c'est le... T'as vu ça où? Oh, sur les réseaux, hein. Tu vas me dire, encore une fois, c'est Ramassis de Golemont, mais les réseaux, des polémiques qui étaient faites justement sur le film, où pour une fois, bah, j'avais regardé un peu, parce que je m'étais dit, putain, mais comment on peut faire une polémique sur le comte de Monte Cristo? Je comprenais pas. Donc je m'étais un peu renseigné, etc., à droite à gauche, et j'étais là, genre, ah bon, ah ouais, apparemment, ok, bon, bah très bien. En tout cas, que maintenant, il avait une mauvaise réputation, je me suis dit, bon, ah ouais, bah écoute, espérons que ce soit de la fake news, hein, parce que je vois pas au nom de quoi ça se pourrait être qualifié de mauvais, mais non, moi, c'est le thème. Les thèmes abordés par Gourou me parlent beaucoup. Voilà, ce coach total qui va devenir justement un leader, comme un leader de secte ou des choses comme ça, ça peut être très déstabilisant à la fin de la séance. Putain, bordel de Dieu. Alors là, les gars, on va faire tellement d'heures sur ce jeu, les gars. J'ai dit il y a pas longtemps que 2026 serait acté sur l'idée de faire un nombre incalculable de JV pour vraiment remettre un pied dans l'univers vidéoludique. C'était avant 19h40 que je vois que CM Punk serait l'homme qui sera le showcase de WWE 2K26. Nous pourrons donc rejouer, narré par CM Punk en personne, les plus grands matchs de CM Punk, mais aussi un What If où on pourra voir ce qui serait passé s'il n'était pas parti, et tout un tas d'autres rivalités, en plus probablement d'une carrière qu'on fera en mode catcheur. Voilà, ça veut dire qu'à mon avis, on va y passer 300 heures. Donc, il y a déjà un objectif pour cette année qui n'est pas, qui ne sera pas rempli, n'en déplaise au rageux. Voilà. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, CM Punk, moi maintenant on n'attend plus qu'un truc, c'est l'officialisation du fait qu'il sera sur la cover de WWE 2K26. Ça se fait day one, ça. Ça se fait day one. L'objectif de maximiser les JV saute, et c'est moi qui saute l'objectif carrément. Voilà, c'est moi qui baisse le futal de cet objectif et qui lui fait le bal trou. Je préfère vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question que je ne passe pas 200 heures sur ce jeu vidéo ludique. Non, c'est pas possible. Non, CM Punk qui fait WWE 2K26 avec le mode showcase. En plus, il est à la narration. Enfin, il a l'air de s'impliquer à fond là-dedans et tout. Ah non, c'est super. C'est super. Ils sont déjà devant la Fnac pour la version physique. Ah bah tellement, bah bien sûr. Bah bien sûr, mais ça va être commandé tellement vite. Ah bah ouais, version physique, et celle-là je la garde, je l'encadre carrément. Je vais même regarder s'il n'y a pas des éditions collector, hein. Mais après les éditions collector, le problème c'est qu'en général c'est d'autres catcheurs. Mais s'il y a une édition plus avec CM Punk où il est encore à la tête de... Bah oui.
Oui, oui, large. Ça va faire un univers où il va gagner tous les championnats. Non, non, non. Le mode du My Universe, en vrai, blague à part, j'aurais pas le temps de le faire. Mais je pense que WWE 2K, on y passera quand même un bon petit moment, hein. En fait, ce que je vais faire, c'est que WWE 2K, je le marierai avec d'autres jeux. C'est-à-dire que je pense que sur certaines semaines, on fera un stream d'un jeu sur 2 fois et WWE 2K sur 2 fois. Comme ça, au moins, on aura l'occasion de découvrir des jeux, mais en même temps de beaucoup jouer à celui-là. Ce sera un peu le jeu récurrent, mais mêlé à tout un tas d'autres, histoire d'être sûr de pouvoir faire, comment dire, plaire à tout le monde et puis découvrir des tas de trucs, quoi. Parce que c'est vrai que si à un moment donné, je m'étais fixé comme objectif de faire des jeux et qu'au final je me retrouve et j'en fais aucun, bon, ça casse les couilles, quoi. Là, je pense à Preach et Roawin qui étaient tellement contents de se dire trop bien, il va faire plein de JV, enfin ça va redevenir intéressant. Et là, ils vont voir des mecs en slip pendant 6 mois. Tu vois, je pense aussi à mon audimat. Je pense à Roa qui se dit putain, bousillé par des mecs en slibard. Oh non, fait chier. Oh non, non, non. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. D'ailleurs, anecdote, va falloir que je le republie sur Twitter, ça. CM Punk a demandé à quelqu'un d'aller chercher John Berntal, comme un gosse. John Berntal est allé dans les coulisses et il y a eu une conversation entre CM Punk et John Berntal où CM Punk a dit à John Berntal, j'aime trop ce que tu fais dans le Punisher, j'ai tout lu, c'est toi le meilleur. Je vous jure que si un jour la photo de CM Punk et John Berntal sort dans les médias, je pleure. Je fonds en larmes. C'est mon fond d'écran à vie. John Berntal et CM Punk ensemble. Je peux crever. Je peux totalement crever après. Ah, plus rien à foutre. Plus rien à branler, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ouais, non, ça va créer son personnage. Et là, avec le mode showcase, évidemment, ça a pris une part. Voilà, c'est rentré top 18 directement. Digger. Le nouveau Alejandro... Ça a l'air d'être n'importe quoi, ce truc-là. Le nouveau Alejandro González Inarritu. Alors, semi-comédie, semi, on sait pas exactement ce que ça a l'air de donner. Avec Tom Cruise, qui a l'air dans un rôle aux antipodes totales de ce qu'il fait d'habitude. J'ai l'impression de voir Les Grossman par moment. Le tout petit teaser qu'il y a eu, on a limite l'impression de voir Les Grossman qui fait sa danse. Euh, euh, on a très très peu d'informations. On a juste un tout petit teaser de 10 secondes. Je peux pas beaucoup vous en parler, je peux pas vous en dire grand chose. Mais alors, ça me hype à fond. Rien que parce que ça va être le film de Tom Cruise de l'année et qu'on sait qu'en général, quand il va sur certains projets, c'est toujours des bons projets. Mais là, par Alejandro González Inarritu, dans une comédie loufoque, un peu déjantée et tout machin. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Rugby, ça j'achète. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui. Ah oui, si. Ah si. Donc ça c'est vrai que j'ai grave hâte d'en voir plus. Mais si vous voulez voir, il y a un tout petit teaser qui est sorti. On voit Tom Cruise danser avec une espèce de pelle dans un plan qui est complètement barré. Ouais, je vais y aller avec beaucoup d'attente en me disant qu'est-ce que c'est que cet ovni? Ça a l'air d'être un ovni pour le coup. Ah oui. Ah bah oui. Pourvu qu'il sorte cette année. Faut espérer qu'il sorte cette année. Ouais. Ouais, bah oui, 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 parce que Wolverine, ça a l'air d'être un peu, voilà, une sorte de Batman Arkham, une sorte de Spider-Man avec les mecs d'Insomniac. Au niveau enfin bon, ça peut être très sanglant, mais en même temps, si c'est aussi qualitatif et aussi beau visuellement que on peut l'imaginer par rapport à ce qu'a pu faire Insomniac sur leur dernier jeu, notamment les Spider-Man 2, ça peut être très costaud. Hyper fidèle aux comics, j'ai l'impression. Hein, rien qu'à voir le costume. Ah, tu verras, mon Sebou, je ne dévoile rien. La réponse est oui, mais je ne dévoile rien. Ah, et attendez, si, je suis obligé, messieurs, dames, je suis obligé d'interrompre nos activités locales. Je sais même pas s'il l'a vu. Bibi boubi. Boubi boubou. Ils l'ont retiré? Non. Ah non, elle est là. Messieurs, dames. Regardez-moi ça, c'est Fredo.
C'est Fredo, tête d'affiche du Basket Club Saujon. Waouh, ils t'ont charcuté le... Ils sont trop nuls en com. Ils sont tellement nuls en com, Saujon, c'est terrifiant. Hein. Je sais pas qui gère la campagne de com ou Instagram, mais alors, entre le vieux truc ChatGPT, là, qui est ignoble, vraiment, hein, et alors, derrière là, où ils t'ont massacré le bras, c'est... faudrait que je dise à Elias, putain, la vache. Au moins, c'est bien, parce qu'ils mettent en avant... Et là, si c'est Elias qui a fait ça, c'est top. Parce que au moins, on met un peu en avant les équipes garçons à Saujon. Hein, il était temps. Parce que, alors là, des stories sur les équipes filles ou les trucs ou les machins, là, je peux vous dire, j'ai passé des années à Saujon. C'est toujours pareil. Hein. Alors là, les filles, c'est sûr que c'est tout le temps. Hein. Mais là, le fait de au moins mettre en avant l'équipe masculine, c'est bien. Et le fait de t'avoir mis toi en mascotte, c'est exceptionnel. Rien que pour ça, j'ai envie de voir Elias lui dire, t'es trop fort. Tu lui as bousillé le bras et tout, t'es trop fort. Le Fredo qui est là et tout, en mode, ouais, les gars... c'est moi le leader, c'est Frédéric Sellier maintenant les gars, le meneur d'hommes de l'équipe de Saujon, qui l'eût cru. Il est passé, tu sais quoi Fred, t'es le Peyton Watson de Saujon. T'es passé de 3 minutes à 25 minutes par match, t'as tout explosé MIP. Most Improved Player, le mec est l'homme ayant le plus progressé de l'année. Mais non ouais, le truc vraiment ChatGPT là, bon ouais, c'est vrai que visuellement c'est pas foufou. Et puis alors, le Fred, là, en vrai, le visuel est bien, mais le visuel est bien. Sur celle-là, vraiment, le visuel est bien et la topo est cool. Mais c'est vrai qu'il t'a charcuté le bras, t'as un bras en moins et tout, c'est extraordinaire. Mais c'est bien qu'il ait fait ça, Ilias. En vrai, si c'est Ilias qui l'a fait, c'est bien, parce que c'est bien qu'ils mettent les équipes masculines en avant. Il était temps. Il était temps. Et bon match à vous. Et puis, de toute façon, moi, j'ai que du love pour les équipes senior 1 et senior 2. Senior 2, c'est les potes. Senior 1, il y a aussi pas mal de potes. Et puis surtout, l'année dernière, j'étais avec eux. Et il y en a beaucoup qui m'ont soutenu pendant mon périple en équipe 1. Et puis, c'est des bons gars. C'est surtout des bons gars. Puis des bons joueurs de basket. Des Alexis, des Clément et tout. Non, c'est bien. Shout out, comme dirait Papy. Parce que c'est heureusement qu'on les met un peu en avant. Parce après toutes les galères qu'ils ont eues, en plus, notamment la 1, même la 2, hein, ça n'a pas forcément toujours été simple. Donc c'est bien, c'est très bien. Et puis c'est bien de mettre toujours les filles en avant, ou les équipes de jeunes, ou la relève, ou les trucs, ou les machins. Faut pas oublier qu'il y a un peu le présent aussi à discuter avec les équipes garçons. Une fois de temps en temps, ce serait bien. Il n'y a pas que Saujon-Royan. Hein. L'équipe garçon de Saujon a d'autres matchs dans l'année que le derby. Donc si vous pouviez les mettre en avant, ce serait cool. Mais Fredo sur la jaquette, ça c'est beau. Hein. Qui l'eût cru, hein. Qui l'eût cru, hein. C'est simple. Ça m'a donné envie de te sucer, Fred. Voilà, je te le dis. Et pourtant, je suis pas homo. Je ne suis pas gay. Mais là, c'est totalement platonique. Mais à mon avis, tu as passé à la casserole. Voilà, non, je te le dis. Non. J'aurais dû le mettre dans mes attentes de l'année. Hein. J'aurais dû mettre Fredo 30 points pour écoutez, Fred. Cet homme a des couilles. Et c'est pas en pour attente me de déplaire. l'année. Non, oui, donc Wolverine, Wolverine, oui, une de mes grosses attentes. Ça a l'air bien sanglant, ouais, le style Spider-Man a l'air hyper respecté. En même temps, le gameplay sera différent, puisque le personnage est différent, les lieux aussi. Donc, on l'attend fort. Après, Wolverine, ça fait des années qu'on l'attend fort. Donc là, il serait temps que ça devienne exaucé. On rentre dans le top 15, il est 22h30, c'est beaucoup trop long sa mère. Faut vraiment là qu'en une demi-heure, on ait fait les 15 derniers. Ça fait 2 minutes par film, ça va pas être énorme, mais bon. The Bride, ça a l'air d'être n'importe quoi ça. C'est de Maggie Gyllenhaal avec Christian Bale, Jake Gyllenhaal joue dedans aussi, je crois qu'il y a Peter Sarsgaard. Ça parle de... Alors c'est sur le mythe de Frankenstein, mais ça parle surtout de la fiancée de Frankenstein. Et dans un univers qui a l'air complètement psycho et ultra réaliste, genre ça va un peu dans les bas-fonds, les bas quartiers, mais de notre génération, j'ai l'impression. Hein. C'est comme si là on avait fait Frankenstein, mais à notre époque, enfin de ce que j'en ai vu dans la bande-annonce. Je l'attends très très fort parce que je trouve que c'est hyper original. Puis alors Maggie Gyllenhaal qui étudie ça dans un truc ultra déjanté justement avec le mythe de la fiancée de Frankenstein. Fort, très fort. Franchement, j'ai découvert l'existence de ce film il n'y a pas longtemps. Et alors oui, c'est vrai que le projet a l'air complètement dingue. Christian Bale là-dedans, il va encore nous sortir une performance à mon avis dont lui seul a le secret. Puis elle fait venir son frangin, hein, Jake Gyllenhaal aussi, Peter Sarsgaard. Enfin, ce sera la réunion. J'y pense. Je sais pas s'ils ont fait de projet depuis, mais s'ils ont des scènes ensemble,
je crois que ce sera la réunion de Jake Gyllenhaal et Peter Sarsgaard depuis Jared. Il me semble que c'est Peter Sarsgaard, hein. Je vais vérifier. Mais ce serait leur réunion depuis Jared. Et ça, c'est beau, en vrai. Tac. Et oui, Peter Sarsgaard et Jake Gyllenhaal. Ah ouais, donc là, forcément. Alors, il y a Penelope Cruz aussi. Jessie Buckley, évidemment. Non, oui, ça va être... je pense que ça peut être costaud, hein. Ça peut être costaud. Dans les années 1930, la créature de Frankenstein se rend à Chicago. Il va contacter un scientifique pour qu'il crée une épouse. Ah non, ça se passe dans les années 30. Bah, vous voyez, ça a l'air tellement barré et tellement loufoque que j'avais l'impression que c'était à notre époque. Mais c'est dans les années 30 que ça se déroule. Bon, alors j'imagine que ça offrira quand même quelque chose de novateur, parce que ça a l'air très très barré. Mais ça se passe quand même dans les années 30. Enfin bon, oui, bah, le mythe de Frankenstein, de toute façon, je crois que c'était avant les années 30. Alors quelque part, ils essaient d'inclure ça un peu plus tard bon, bah, la véritable époque de Frankenstein ou autre, hein, évidemment. Mais je croyais que c'était de nos jours. Mais oui, ça peut donner quelque chose d'intéressant, je pense. Enfin ça, en tout cas, j'ai une grosse attente dessus. Le prochain Spielberg. Disclosure Day, hein. Bah ouais, hein. Là, oui, hein, forcément. Hein. Avec le retour en plus au scénario de David Koepp, donc David Koepp plus Spielberg ensemble. Là, ouais, je sais plus, ça faisait combien d'années que Steven Spielberg avait pas fait un film. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Là, il retombe en plus, je crois, dites-moi dans le chat si je dis des conneries, mais je crois que c'est un peu orienté science-fiction. Ça a l'air, hein, anticipation, science-fiction. Depuis 2022, ouais, donc ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas sorti un film. Je sais pas pourquoi, je sens le retour à la guerre des mondes. Je sens le retour... Non, bah c'était pas Fablesman le dernier? West Side Story ou Fablesman, je m'en souviens plus. Si, c'est The Fablesman, hein, le dernier qu'il a fait. Mais c'est un truc, voilà, orienté science-fiction. J'ai l'impression que ça va être le retour en grâce de Spielberg version La Guerre des Mondes. Un peu dans le même délire. Pas le même film, évidemment, mais un peu dans ce style, le retour du roi, tu vois, le retour du patron. La Guerre des Mondes avec Tom Cruise était phénoménal. Faut le dire, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, c'était une sacrée expérience filmique avec de très 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 belles séquences, des moments très forts. Moi, celui-là, je le sens bien. Je le sens bien. Revenir dans de la science-fiction, il sait faire en plus, ça fait partie de ses premiers amours. Donc j'ai une confiance totale. Puis c'est quand même Monsieur Spielberg, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je m'étais un peu éloigné de Steven Spielberg depuis quelques temps. Fablesman, j'ai pas eu l'occasion encore de le voir. West Side Story m'intéressait pas plus que ça. Pas par rapport à Spielberg, mais par rapport au film en règle générale. Là, oui, revenir à de la SF avec Spielberg, je pense que ça peut, ouais, ça peut être très costaud. Ça reste un grand réalisateur. Hein. Et le trailer vend pas vraiment de l'horreur ou de la catastrophe. Non, justement. Mais l'ambiance, ça peut être quelque chose. Bah, même si ça fait un peu AI, intelligence artificielle, tu vois. Intelligence artificielle, on était dans quelque chose qui était assez poétique. Tu vois, bon, c'était quand même un monde avec de la science-fiction et tout, mais il y avait quelque chose de poétique, de triste, d'assez sombre là-dedans. Ça peut être un petit peu un truc du même style. Hein. Vachement bien, Fablesman et West Side Story. Sûrement, oui, j'en ai eu des bons retours, mais je les ai pas vus. Fablesman, il faut que je le voie. West Side Story, c'est que ça m'intéresse pas plus que ça. Je viens de voir que David Koepp a scénarisé le dernier Indiana Jones et Jurassic World Renaissance. Faut pas parler de choses comme ça. Faut pas, ça c'est pas... Bon, on passe au 13, voilà, tu nous as saoulé, Mike. On passe au film suivant. Et tout le monde fait des erreurs. Même moi. J'en ai fait une fois, c'était en 2007. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un jeudi. Je me suis relevé. Voilà. Je me suis relevé. J'ai réussi à me relever. Oh non. Ah, quand même. Bah ouais. Daredevil Born Again. Hein. Bah ouais. Hein. Retour de Jessica Jones et tout. Non, là, pareil. Là, j'y crois. Tu vois, la différence entre Spider-Man et Daredevil. Spider-Man, bah, j'ai envie d'y croire. Mais là, Daredevil, moi, j'y crois. On a vu que les scénaristes qui avaient bossé sur Love Netflix et qui avaient repris un petit peu le bazar de Born Again
avait non seulement réussi à faire en sorte que les acteurs reviennent, qu'il y ait une vraie communion et qu'ils adhèrent au projet. Et quand ils chapotent ce qu'on a vu de la série, c'est bien. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ceux qui faisaient un peu le côté demi-teinte de la première saison, c'est-à-dire bon, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon venait surtout de ceux qui se sont fait lourder. Écoutez, voilà, hein, la lutte contre les super-héros qui vont devenir peut-être chassés par le caïd qui peut s'entourer de certains. Que va devenir Poindexter aussi, parce que ça c'est une grosse intrigue. Le retour de Jessica Jones, inclut-elle aussi le retour de Luke Cage ou d'autres? Est-ce qu'on aura finalement... Moi j'ai bien aimé les Defenders, mais est-ce que les Defenders auraient pu nous donner en mieux ce côté street level de gérer encore une fois l'aspect new-yorkais et à la fois la pègre, mais aussi des gestions politiques autour de New York. Ouais, là j'y crois. C'est pas j'ai envie d'y croire, c'est j'y crois. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel sur Daredevil Born Again. Donc j'ai hâte d'en voir plus parce que je pense vraiment que ça peut être une saison 2 qui confirme les espoirs qu'avait mis la saison 1. Encore une fois, c'est un pari qui est très risqué de faire revenir ça. Donc on verra bien. Il n'y aura pas le Punisher. Il ne peut pas être partout. Hein. Il aura déjà Spider-Man et puis son épisode spécial. Mais je pense vraiment que ça peut être un cap important et ça peut surtout faire du bien au MCU et à Marvel. Si la série est au même niveau que Netflix ou réussit à réatteindre un peu par moment Netflix. Encore une fois, maintenant qu'on s'est débarrassé des scénaristes qui étaient peut-être un peu moins bons et qui avaient proposé des choses moins intéressantes, sait-on jamais. Et puis Jessica Jones. On va voir Jessica Jones forcément. Ça me hype pas mal. Je n'ai mis que 12e. J'ai mis 11 trucs avant Dune. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bon, ouais. C'est la fin en plus, non? C'est le dernier? Bon, après, c'est super, hein, Dune. Hein. Seulement 12e. Ouais, mais il y a les jeux vidéo et les séries aussi. En fait, au prorata, Preach, ça se trouve, Dune, il est dans le top 5 de mes attentes films. Mais il y a les séries et les jeux aussi. Alors, c'est vrai que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il arrive 12e. Bon, Denis Villeneuve qui va conclure sa trilogie Dune. Voilà. Hein, Avengers Doomsday. Spoiler, hein, il y aura 2 films de longue durée. 2 films qui vont faire des audiences. Un film qui sera de bonne qualité. Je vous laisse deviner lequel. Non, oui, bah, moi, j'ai hâte. J'avais beaucoup aimé le deuxième, notamment grâce à Austin Butler. Je trouvais que le deuxième était meilleur que le premier. Le premier était très contemplatif, par moments trop. Le deuxième était quand même un peu plus péchu. On est beaucoup plus pas dans la démonstration, mais dans le vécu. Plus nuance, plus, comment dire. Il est plus couillu aussi, visuellement, esthétiquement, parce qu'on peut se permettre plus de choses. Les séquences avec Austin Butler, par exemple, qui est phénoménal. Et lui, là, Timothée Chalamet, de la manière dont ça va... À mon avis, le personnage va quelque peu vriller dans le troisième, voire même complètement. On le voyait, hein, déjà à la fin du film, d'une partie 2, etc., avec toute l'avancée du personnage et l'avancée de la narration. Ouais, j'en attends beaucoup, hein. Mais ouais, vraiment, moi je suis d'accord, Mike. Je trouve que le 2 était au-dessus du premier. Alors si le 3 est encore au-dessus des autres, on sera peut-être un peu dans une espèce de... Non, je connais pas le bouquin, c'est pour ça que je dis ça avec des grandes guillemets, puisqu'effectivement, j'ai pas lu les livres. Donc je connais pas l'histoire globale, ou très peu, hein. Mais c'est vrai que ça me tente au plus haut point, parce que je trouve des similitudes un peu... J'ai un peu l'impression qu'il va y avoir un petit côté Anakin. Tu sais, un petit côté un peu Star Wars, le prophète, l'élu, qui finalement va basculer peu à peu dans l'ombre, etc. Alors je sais pas si c'est un peu dans ce délire-là, Preach, hein, mais c'est ce que, en tout cas, les derniers moments de Dune 2 et de ce que la narration, comment j'avais pu l'interpréter, me laissait paraître. Il y a un petit côté comme ça, donc j'attends de voir, mais si c'est ça, ça va être assez impressionnant. Et puis c'est bien, c'est la conclusion d'une trilogie qui a tenu le coup, et c'est ce que j'allais dire. Si Dune 3 est meilleur que Dune 2, qui était meilleur que Dune 1,
et qu'à un moment donné, on arrive sur une trilogie de cette qualité-là, bah, est-ce qu'on serait pas sur la trilogie qui a réussi à faire mieux en mieux depuis Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que Dune ne sera pas une dynastie du niveau du Seigneur des Anneaux, dans le sens où chaque film est meilleur que le précédent? Ah, les gens se battent un peu, hein, les deux tours, le retour du roi. Je trouve le retour du roi quand même. Enfin, les retours du roi, ouah, ouais, c'est énorme, hein, c'est énorme. Mais il y a moyen que ça devienne une trilogie de cette ampleur-là. Hein. Il y aura Le Seigneur des Anneaux, Dune et Venom. Exponentiel. Le 3 est pas nettement au-dessus du 2. Non, ça se jauge, les deux tours. Non, les deux tours et le retour du roi, ça se jauge. Et globalement, beaucoup préfèrent le deuxième. C'est vrai que le 3, enfin, tout ce qui est maîtrisé dans le troisième... Tu vois, par exemple, j'ai tendance peut-être à... Je préfère peut-être la bataille du gouffre de Helm à celle de Minas Tirith. Mais je préfère peut-être le 3 au 2 dans l'ensemble. Je pense. Minas Tirith, elle est hyper longue. Alors, elle est impressionnante, 2 jours, 2 nuits, etc. Mais je sais pas, je trouve que le gouffre de Helm, pour moi, c'est la meilleure bataille du Seigneur des Anneaux. Je trouve qu'il y a un truc presque intime où t'es vraiment avec eux, tu ne bouges pas, t'es ancré dans cette nuit qui est sans fin, où il n'y a pas d'ellipse. Peut-être que ce qui tue un peu la bataille de Minas Tirith, c'est les ellipses. Là, il n'y en a pas. Enfin, t'es vraiment au cœur du truc et il y a un nombre de rebondissements énormes. Enfin, c'est fantastique. Mais, de toute façon, c'est 3 films exceptionnels. C'est 3 films exceptionnels. Et Dune, si le 3 est réussi, peut y aller. Hein. Mais moi, je connais pas l'histoire de Paul Atreides, Dune. Enfin, moi, je la connais de ce que j'avais pu un peu m'intéresser avec le film, l'ancien film là, de Lynch. Je crois que c'était David Lynch hein, qui avait fait l'ancien. Et puis surtout, bah, en revoyant cela, quoi. 3, 1, 2, les 3, 5 sur 5. Ah ouais, c'est bizarre, quelqu'un qui met les 2 tours en dernier. J'ai beaucoup plus l'habitude en général de voir les gens mettre les 2 tours en numéro 1. Les 2 tours avec Bah, les 2 tours, c'est eux qui amènent... Enfin ouais, on les voit pas beaucoup, les Nazgûl, avec les spectres ailés, mais... De toute façon, c'est 3 chefs-d'œuvre. C'est 3, 5 sur 5. Et évite le spam, papy, s'il te plaît. T'es pas Preach, en fait, ok. Resident Evil. Resident Evil Requiem. Bah là, oui, en termes de JV, celui-là, je l'attends fort, vous le savez. Resident Evil 7, j'avais adoré. Resident Evil 8, j'avais surkiffé. Vraiment, RE8. RE8 est trop bien. RE8 est vraiment trop bien. Tout ce qu'il a réussi à faire et tous les registres qu'il propose en un seul jeu. Pas là. Dimitrescu, là. Ah là là. Ah là. Ah. Fait chier de la tuer, hein. J'étais pas content, hein. Resident Evil 9, retour de Léon Kennedy, retour à Raccoon City, je crois aussi. Là, ouais, là, le bébé, un des plus gros flips de toute l'histoire des jeux vidéo. Hein. Vraiment. Hein. Resident Evil 9, ouais, le retour à Raccoon City avec Léon, etc. J'ai l'impression de boucler un peu la boucle. C'est dans le 8, le bébé dégueulasse, ouais. Enfin, le bébé dégueulasse. C'est un bébé parmi beaucoup d'autres. Il n'a pas choisi d'être comme ça. Mais shout out, tout le bébé qui m'a provoqué parmi mes plus grands effrois jeux vidéo. Mais ouais, non, Resident Evil 9, je l'attends fort. Retour à Raccoon City. Léon qui revient. Ça a l'air de reprendre un petit peu l'entité, l'origine et le style des anciens, mais tout en incluant un peu ce qu'on réussit à faire les nouveaux. À voir un petit peu ce que ça va donner, parce que encore une fois, on n'a que peu d'informations sur l'œuvre, hormis les trailers qu'il y a eu, et puis quelques scripts et autres pitchs. Mais ouais, celui-là, il va être fait très 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 rapidement, et je pense que ça va être un très gros jeu de cette année 2026. Vraiment. R8 parmi tes meilleurs let's play, même la démo, t'avais flippé comme jamais pour un ballot de paille, c'était magique. Ah, c'était incroyable. R8, c'était incroyable. Pareil, je suis dégoûté de plus l'avoir. Il y a dû y avoir des clips à mon avis, mais je suis dégoûté de plus l'avoir. Mais ouais, RE9, cette espèce de retour aux sources, j'ai hâte. Revoir tous les anciens bâtiments, revenir là-dedans. Enfin, ça, les émotions. Même moi qui ai fait Resident Evil 2 et 3 remake, et puis qui ai eu l'occasion quand même de rentrer dans cet univers-là, ouais, ça va être dingue.
On rentre dans le top 10 avec Werewolf. Lui, c'est le réalisateur qui se casse le moins les couilles, hein, quand même. Hein. Il fait Nosferatu, il dit Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp, là, Willem Dafoe, tout ça, vous voulez venir? Ouais, super. Mais du coup, dans 2 ans, je fais un film avec des loups-garous. Ouais, Aaron Taylor Johnson, la Lily Rose Depp, Willem Dafoe, ça vous dit de venir? Ouais, ok. C'est la même. Alors vraiment, hein, lui, il s'est dit, je focus sur les monstres un peu style Universal, etc. Ah, le mythe du loup-garou, des Nosferatu, des vampires, des trucs, des machins. Je prends à chaque fois les mêmes acteurs. Je prends les mêmes acteurs, à peu près la même affiche. Bon, bah, tu te démerdes. Hein. Si tu confonds les films, c'est pas mon problème. Non, mais Nosferatu était super. Moi, je trouve que le Nosferatu était hyper dérangeant. Hein. Le Nosferatu avec Lily Rose Depp était hyper malsain et tout. Je trouvais que tous les acteurs étaient bons. Là, on est sur un mythe qui m'intéresse encore plus, hein, parce que le mythe du Lycan, du loup-garou, alors là, moi, ça, c'est un des mythes que je préfère. C'est toujours Robert Eggers donc, qui réalise. Et puis, il retrouve voilà, des gens visiblement qu'il aime bien, hein, puisqu'on a Aaron Taylor Johnson qui revient, Lily Rose Depp, Willem Dafoe. Donc, je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience. Les films de loup-garou, il y en a eu des bons, il y en a eu des très bons, il y en a eu aussi des moins bons. Celui-là, je pense que s'il est au mythe du loup-garou, ce que Nosferatu était à la relecture de Nosferatu, dans ce côté ultra gothique et expressionniste et puis assez glauque et très gore. Enfin là, je veux dire, en plus avec le mythe du loup-garou, il peut se faire plaisir. Ah, oui, si ce n'est qu'il apportait peut-être pas assez par rapport à ceux de 22 et 79, sinon excellent film. Oh, c'est 3 visions qui se ressemblent mais qui ont la chance d'être différents, Anaklusmos. Il se suffit à lui-même. Val, t'as 12 minutes pour venir le top 10, 1 minute par œuvre. Ah, je sais pas, j'entends des voix depuis tout à l'heure. Easy win. Easy win à 23h, c'est plié. The Boys. Eux non plus, ils n'ont pas le droit de se planter. Eux non plus, ils n'ont pas le droit de se planter. The Boys, concrètement, on a... Il y a quoi à 23h? Bah, c'est parce que je veux avoir une rediffusion de 2 heures max, histoire que ce soit à peu près digeste. The Boys, ils n'ont pas le droit de se planter pour la simple... J'ai l'impression d'entendre des voix, c'est terrifiant. Pour la simple et bonne raison que la saison 4 était quand même relativement moyenne. Il y avait des fulgurances, évidemment, notamment, encore une fois, le Homelander, etc., ou évidemment l'épisode final. Gen V a été plutôt pertinent, bien plus que prévu. Donc s'il raccroche les wagons, ça peut être très intéressant vis-à-vis des 2 séries. Maintenant, là, voilà, c'est la dernière saison, c'est là où il faut conclure. Toutes les grandes têtes d'affiche seront là. Oui, là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Jeffrey Dean Morgan, une déception. Disons qu'en fait, son rôle, on le sentait venir à des kilomètres. Moi, je l'ai vu très très vite, dès le départ. Je suis content d'avoir eu Jeffrey Dean Morgan pour un rôle comme ça, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre peut-être plus. Maintenant, bon, The Boys, faut être honnête, la saison 4 était un peu en demi-teinte. C'est un univers dont on parle plus beaucoup maintenant, étonnamment. Mais les 3 premières saisons étaient très bonnes. Hein. Et ça faisait quasi que monter crescendo. Donc on peut quand même leur faire confiance. Moi, personnellement, j'attends de voir la fin avec impatience. Et c'est dans mon top 10 des attentes parce que ça nous a quand même emmené un long moment. Ça a été une série qui était assez révolutionnaire. Tout simplement, qui mérite une vraie bonne fin. Le Punisher édition spéciale. Alors là, tu vois, je vais gagner beaucoup de temps, Mike, parce que je vais pas y passer 3 heures, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Bah, c'est le projet Marvel que j'attends le plus. En même temps, il y en a que 2, hein. Enfin 3 avec Daredevil, mais autant, j'ai envie de croire à Spider-Man, je crois à Daredevil. Là, je ne regarde pas uniquement pour voir le Punisher et pour voir ce que John Bernthal va être capable de faire dans une édition spéciale. Je regarde aussi pour voir ce que le MCU va avoir les couilles de faire avec un spécial sur le Punisher. Et surtout, c'est Bernthal qui l'a écrit. Et ça, dans ma pompe à ortique, c'est énorme. Que John Bernthal revienne et qu'il s'implique autant d'être en même temps à l'écriture du projet, non, ça, effectivement, c'est une de mes grosses attentes.
Qu'à un moment donné, les autres, on les mette un peu de côté parce qu'on a été déçus ou qu'on n'y croit pas, je peux comprendre. Mais là, que Berntal l'écrive et que ce soit un 100% Punisher, tous les voyants sont sur la curiosité. Alors la hype est énorme parce que c'est Berntal, mais tous les voyants sont là pour me dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont bien être capables de faire avec ça? Je sais pas si tous les voyants vont être au vert. Mais t'es un Berntal sexuel, c'est tout. Ah bah moi oui, non, mais moi John Berntal, pour moi c'est mon icône. Berntal et Shaya, voilà, ils sont là. Hein. Et j'ai fait une spéciale Berntal cette semaine en réel Instagram. Donc oui, celui-là forcément je l'attends énormément. Donc on verra. On n'a pas trop de news pour l'instant, hormis le fait qu'il l'écrive et qu'il est très impliqué dedans. Donc voilà, il sera pas dans Daredevil, je pense, pour privilégier ça et Spider-Man. On verra évidemment ce que ça donne. Ça va être dingue. Les aventures de Cliff Booth. David Fincher qui reprend un film de Quentin Tarantino. La dinguerie totale. Normalement, ça sort en 2026. Normalement. Mais voir un film issu de l'univers de Tarantino, réalisé par Fincher, qui va parler de Cliff Booth, enfin, je trouve le concept tellement lunaire. Moi, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Je ne sais même pas si c'est nécessaire parce que me semble-t-il que le livre Once Upon a Time in Hollywood, écrit par Quentin Tarantino, était à peu près la suite de ce qui se passait dans le film. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Est-ce que c'est un préquel, une suite, les aventures, les trucs, les machins? C'est quand même assez particulier, mais alors ça, c'est une de mes très très grosses attentes. Normalement, ça sort cette année. C'est le retour de Fincher et Brad Pitt ensemble, là, comme dit Mike, effectivement. Les deux vont se retrouver après quand même des hauts faits d'armes. Ouais, je suis forcément curieux. Et moi, je suis d'accord avec Mike. Je suis désolé. Moi, alors, du siècle. Le siècle, il commence. Alors voilà. Once Upon a Time in Hollywood. On est en 2026. Je pense que de l'année 2000 à l'année 2030, c'est-à-dire sur les 30 premières années du siècle, Once Upon a Time in Hollywood est un des films les meilleurs et les plus importants qui soient sortis. Moi, je suis d'accord. Hein. Once Upon a Time in Hollywood, c'est une fresque, un hommage, une prouesse cinématographique par le cinéma, pour le cinéma, fait par un amateur de cinéma. Je peux pas donner de top parce que là, comme ça, là, il faudrait que je regarde tous les films sur les 30 dernières années. Mais j'en ai quand même vu une plâtrée, j'ai vu du film de tous les genres, j'ai vu du film indépendant, j'ai vu du film d'auteur, j'ai vu du blockbuster, j'ai tout vu. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, c'est un peu mon métier. Celui-là m'a tellement mis une gifle. Et je trouve que il est tellement fort et puissant dans ce qu'il véhicule du cinéma pur qu'il est indispensable. C'est un film indispensable. Au-delà d'être de Tarantino. Mais enfin, il y a peut-être que Tarantino pour le faire. Pour moi, il est indispensable. Donc alors là, voir Fincher qui reprend l'idéologie avec Brad Pitt et qui fait une suite indirecte d'un film de Tarantino, enfin c'est tellement lunaire que j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Numéro 6. Aux portes du top 5. Bon, quand vous allez voir le top 5, normalement, ça sort cette année. Normalement. Ouais, encore une fois, j'ai regardé pas mal d'endroits, de sites, etc. Ce serait prévu pour 2026. From, c'est juste ma série numéro 1 de pas 2025, mais 2024. C'est tellement fort. Avec ce bon vieux Michael Emerson, à Rowan, et Harold Perrineau. Merci Yaya de m'avoir conseillé From d'ailleurs, parce que je pense que sans Yaya, je ne serais peut-être pas allé. C'est somptueux. C'est un doux mélange de série horrifique avec quelques énigmes et quelques notions à la Lost. C'est puissant, c'est glauque, c'est vrai qu'une fois que tu y es, tu ne peux plus t'arrêter. C'est une série, tu ne peux plus t'arrêter de la regarder. Donc j'ai vraiment hâte de la ressortie. Ouais, influence Stephen King évidemment, puis même le procédé d'être dans une ville où tu peux pas sortir, attaqué par des créatures toutes les nuits, à des trucs qui sont quand même ultra flippants. T'es obligé d'avoir une image affect, te mettre à la place de ces gens-là. C'est-à-dire comment avoir une espèce de vie qui ressemble un tant soit peu à quelque chose.
Et puis c'est de pire en pire au fur et à mesure. La saison 3 nous laisse sur un cliffhanger énorme. Ah, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de j'ai vraiment hâte de la prochaine saison. Je prie pour que ce soit en 2026. Normalement, c'est en 2026, mais ça va faire évidemment partie de ma watchlist direct. Vraiment direct. Je vous dis, From, si vous ne l'avez pas vu, c'est génial. On rentre dans le top 5, messieurs, dames. Il reste 5 œuvres. Dont une dont je me souviens pas. Ça. 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 Putain, ça. Ça, si c'est réussi, ah, ça va pleurer, mais ça, je prie pour pouvoir le regarder en live et faire les reacts. Vraiment, hein. Je sais pas si je pourrais. Ça dépend si on retrouve des sites comme Ave Papy, là, qui puissent reproposer du téléchargement d'ici à ce que ça sorte. J'espère ne pas me faire ban, mais normalement, Disney, vous m'avez dit que ça allait, parce que Alien, on n'a pas eu de problème. Le revival de Malcolm, ouais. Alors pareil, hein, ils n'ont pas le droit, évidemment pas le droit à l'erreur, mais je vois pas comment ils pourraient se planter. Et puis faire revenir ces gars-là. Enfin, moi je vous l'ai dit, hein, c'est à double tranchant parce que Malcolm, c'est pour moi la série comique la mieux écrite et la plus intelligente de tous les temps. Devant tout, vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, même les The Office et compagnie, machin. Malcolm est au-dessus. Ne comparez pas avec Ma famille d'abord. J'aime bien hein, Ma famille d'abord, mais confondons pas le bowling et le Bill Bokeh sur la qualité d'écriture d'une et l'autre. Ça, c'est hors norme. C'est hors norme. Et on s'en rendra compte à la postérité encore plus. Mais ça va pleurer tellement. Si c'est réussi, ça va pleurer tellement fort. Et j'espère que ce sera réussi parce que, admettons que ce soit un peu trop porté au goût du jour. Et que malheureusement Disney ait mis un peu trop sa main dessus, qu'on se dise ça fait un peu has-been, ou pire, bah que la fin que le revival n'est pas à la hauteur à la fin magnifique de la série, ça ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc j'espère vraiment que tout simplement ce sera génial. Le retour de Bryan Cranston, enfin je sais pas si on se rend compte, mais ça va être, c'est exceptionnel. Pire si c'est woke. Malcolm n'a pas de, je pense pas, enfin je veux dire. Malcolm n'a pas d'intérêt et Malcolm ne peut pas être woke dans le sens où, tu sais, ils en jouaient déjà, hein, et justement, ils arrivaient à en rire. Tous les potes afro-américains de Hal, le nombre de fois où il y a des allusions, des trucs, des machins, mais ils se moquent avant tout d'eux-mêmes. Alors, l'un des meilleurs épisodes qu'il le fait, c'est quand tous ces gens-là viennent pour faire peur à la grand-mère complètement raciste, là. Enfin, c'est à mourir de rire. Bon, ça, je pense pas. Non, il se peut tout simplement peut-être que l'âme n'y soit plus et que ce soit un peu différent. Bon, Revival aussi, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont réussir à recapter l'âme de la série originale? Tous les voyants sont au vert. De toute façon, ils reviennent tous. Donc, on peut dire que c'est peut-être qu'ils croyaient au projet. Mais faut voir. Mais oui. Si par le plus grand des miracles c'est réussi autant que c'est réussi, ça va pleurer, mais fort. Vous imaginez même pas à quel point Malcolm est une série dans mon cœur où l'épisode dont je parle très régulièrement, je pleure à chaque fois que je le vois. Pourtant, je l'ai vu 25 fois. La fin, c'est pareil. Je les connais par cœur. C'est devenu un de mes mythes, cette série-là. Dewey y est, mais il est remplacé par un autre acteur. Et c'est miraculeux parce qu'il ressemble plus à Dewey que l'acteur qui joue Dewey lui-même. Alors, Jamie, je sais pas. C'est vrai que Jamie, on ne l'a pas vu du tout. Alors, est-ce que Jamie, on va le garder en surprise? En même temps, Jamie, bon, oui, c'est vrai, pourquoi Jamie n'est pas là? Beaucoup se sont posé la question. Mais alors, l'acteur qui joue Dewey ressemble plus à Dewey que Dewey lui-même. Donc, c'est vrai qu'au niveau choix de casting, c'est super. À voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais Jamie, ils vont le reboot. Ah bah, de toute façon, Jamie, ils peuvent pas se planter niveau casting, dans le sens où, a priori, en termes de créneaudage, ils peuvent prendre tout et n'importe quoi. Même Piama, dans le trailer, elle n'a pas du tout vieilli. Tu sais que Mike, Piama, c'était un de mes fantasmes de ouf. Hein.
J'ai une confession à vous faire. Pendant longtemps, j'ai fantasmé sur la mère de Malcolm aussi. C'est la vérité. Hein. Je trouve il y a des saisons, elle est grave belle. Hein. Enfin, voilà, je vous le dis. Hein. Mais la mère de Malcolm, le côté un peu autoritaire, machin, et il y avait des saisons où elle était vraiment jolie. L'épisode où Hal et justement Loïs, ils doivent plus du tout coucher ensemble et que tu la vois, elle est un peu en déshabillé, puis Hal, il se déshabille alors qu'il dit non, non, je coucherai pas avec toi jamais, ma jolie. Ah non, impossible, machin, alors qu'il lui reste plus que la ceinture et tout. Non, 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 moi je la trouve. Non, moi je trouve que c'est la mère de Malcolm dans certaines saisons de Malcolm, c'était une belle femme. Hein. Ah bah Janet, oui, non mais Janet, bien sûr. Alors là, Mike, tu vois, Claire, dans Ma famille d'abord, j'avais le même âge à l'époque, hein, c'est pour ça que je dis ça, évidemment. Hein. Mais moi, Claire, à l'époque où j'avais le même âge et où c'était de ma génération, pas du tout. Mais alors Janet, alors même à l'époque où j'avais 14-15 ans, Janet, c'était un miracle de la nature. Janet Marie Kyle, mon Dieu Seigneur, quelle femme. Quelle femme, Tisha Campbell-Martin. Mais Piama, elle est magnifique. Piama, de saison en saison, elle devient belle en plus. On a un haut degré d'analyse là quand même, hein, depuis 3 minutes. Mais non, Malcolm, ouais, si, je l'attends avec impatience. Enfin, même plus avec impatience. Là, on rentre dans le top 5, c'est vraiment les projets où je suis comme ça, tout tremblotant, en attendant que ça arrive. Je suis vraiment comme ça, tout tremblotant, en espérant que ça arrive. Il y a attendre que ça arrive et il y a espérer que ça arrive. Là, on est plus dans l'espoir. Parce que ça se trouve, ça sortira jamais, cette connerie. Voilà, c'est... Mais je touche du putain de singe, hein. Moi je suis un macaque. Hein. Mais Jurassic Park Survival, bah ouais. Ah bah Jurassic Park Survival, évidemment. Bon bah ça, si ça sort, le Alien Isolation de la saga Jurassic Park, bien évidemment que ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Puis ça, c'est Day One, et à mon avis, on va faire 2 ou 3 runs d'affilée. Enfin, je vous le dis, hein. Je dirais même croire que ça va arriver. J'espère croire, de pouvoir croire, d'espérer qu'il est possible que ça arrive. Voilà, je vous le dis. Ça, on en a parlé 1 milliard de fois, donc voilà, je vous le mets évidemment dans les grosses, dans le classement. C'est numéro 4, il y a 3 attentes devant, que vous pouvez trouver sans trop de problèmes normalement. C'est quoi le top 3, là? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui manque? Mais Jurassic Park Survival, le porte du podium, qui fait quand même partie des, voilà, dans le top 5. Dans les 5 attentes que j'ai là, sont les vrais 5 gros trucs où je me dis, tu vois, comme disait Mike, là, la hype est totale. Et ça, putain, j'espère, hein. J'espère vraiment fort, mais faut pas que ça sorte après 2026, quoi, putain. Ce serait vraiment de mauvais augure. Qui retravaille les... Je veux bien, même fin d'année, je m'en fous, qui retravaille les graphismes et tout. Mais quand même. Ah, j'ai pas mis de sport, mais sinon, les Denver Nuggets y auraient été, ouais, comme CM Punk, là. Numéro 3, The Odyssey. Hey, le retour de Nolan, casting plus qu'XXL. Encore une fois, John Berntal. John Berntal qui est dans beaucoup de projets aussi cette année, on va bien manger. Hein. Bon, bah voilà, hein, ça c'est vrai que... voir Nolan et son ultra-réalisme dans une épopée comme ça, ça va être quelque chose de très 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 impressionnant à voir, qui peut laisser dans le flou total. D'ailleurs, les bandes annonces en montrent pas grand-chose. Ça peut être l'un des plus grands films qu'on ait vu récemment, comme peut-être l'une des plus grosses clims qu'on prend. Parce que c'est très 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 risqué. Mais on peut faire confiance à Nolan. Hein. Je pense que vraiment, globalement, Nolan, confiance quasi aveugle en la plupart du temps. Là, en plus, il sort de ses sentiers battus, parce que c'est vrai que globalement, c'est pas le type de registre dans lequel il a le plus œuvré. Tout ce qui est Peplum, il n'en avait pas fait, je crois, même film historique, il y avait Dunkerque. Après, sinon, c'est plus... Enfin, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est vrai qu'il a touché à tout. On est loin d'Oppenheimer ou d'autres films comme ça. Je l'attends fort. Je l'attends vraiment fort. Odyssey, va falloir que les gens soient prêts à prendre, à mon avis, une jolie petite claquouille dans la gueulouille. Si je suis tenté de parler en cétermouille. Vous avez compris, tout est en... ouille. Et alors là, numéro 1, numéro 2. Je t'emmerde, vieux tas de merde que tu es. Oh non. Numéro 2. GTA 6. Numéro 2, GTA 6. Ce sera l'autre femme de ma vie, hein, le personnage principal de GTA 6.
ce sera l'autre femme de ma vie. Oui, évidemment, c'est une attente qui est infinie. Je le mets numéro 2 parce qu'en fait, je ne sais même pas si ça sortira cette année. Voilà. Hein, c'est comment? C'est Luciana ou Lucia? Roawin, le personnage féminin. Non, mais c'est une beauté faite femme absolue, cette femme. Voilà. Lucia, ça va être incroyable. Pas sûr que ce... Non, mais, Mike, c'est que ça se trouve, ça sortira même pas en 2026 avec le bol qu'on a. Donc, je mesure. Mon numéro 1, je suis sûr qu'il sort cette année. Donc, c'est histoire de mesurer. Et aussi, c'est histoire de mettre plusieurs choses différentes. Parce que GTA 6, je l'avais mis, je crois, attente numéro 1 de l'année dernière. Bon, si je le remets numéro 1 là maintenant, ça se trouve, l'année prochaine, je vais le remettre numéro 1. Bon, là, au moins, c'est autre chose. Donc voilà. Mais bon, oui, GTA 6, évidemment, je l'attends. Je pense que ce sera une expérience vidéoludique sensationnelle. Et blague à part, que ce soit ça ou Jurassic, prenez votre temps. Sortez le meilleur jeu possible. On s'en fout. On n'a pas envie d'y jouer dans un mois si c'est pas opti. Faites-le à la hauteur de vos ambitions et à la hauteur de l'attente des joueurs et de ce que ce jeu promet d'être. Et là, messieurs, dames, c'est non sans un certain plaisir que je vais saluer très fort Dex. Je suis pas du tout désolé. Tu peux y aller sans dire au revoir, sans dire un seul merci. Et en embarquant ton seum. Parce que le numéro 1, c'est Euphoria. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Les vrais de vrais, là. Ceux qui sont comme le rock, là, quand il rentre sur scène, là. Voilà. Comme le rock quand il arrive, là. Ils sont là, ils ont déjà les frissons d'imaginer ce bordel. Euphoria saison 3. Ça, c'est le plus grand projet de l'année 2026. Vous l'aurez entendu ici. Vous l'aurez entendu ici. Voilà. C'est Euphoria, mais plus... Tu sais quoi, papy? Plus je pense à Euphoria, plus j'aime Euphoria. Mais vraiment, hein. Plus je pense à Euphoria, plus j'aime Euphoria. Des premières saisons, de la deuxième, les épisodes bonus, là, ce que ça va proposer, l'ellipse temporelle, le fait qu'ils sont tellement captés à quel point, en fait, ils sont raccords avec ce que les personnages auraient pu devenir, et même en même temps une autocritique de ce que les acteurs semblent être devenus depuis la série, le retour de retrouver un casting. Regardez quand même, depuis Euphoria saison 1 et 2, où en sont les mecs? Que ce soit Jacob Elordi, que ce soit Sydney Sweeney, que ce soit Coleman Domingo, que ce soit Zendaya, les autres, vous vous rendez compte de là d'où on vient? Et on va tous les retrouver dans la dernière saison où les mecs, ils sont juste maintenant à des années-lumière. Genre, c'est des superstars. Non, Euphoria, c'est trop fort. Euphoria, ça va être extraordinaire, les gars. C'est mon attente absolue. Après, en vrai... Je t'emmerde, vieux tas de merde que tu es. Oh non. Non, mais en vrai, Mike, le retour de Malcolm dans le cœur, là, il me touchera plus. Parce que c'est l'émotion incarnée, et puis Malcolm, c'est génial. Mais Euphoria, si tiens, il y a un projet que je défends aveuglément, genre en mode, ça c'est extraordinaire, c'est ça. C'est Euphoria. La première saison, je crois que c'était 2018-2019, il me semble 2019, le gap qu'on a réussi à faire est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. Donc pour moi, c'est mon attente absolue. Messieurs, dames, bon, ouais, j'avais dit 23h, Mike avait dit 23h30. Bon, 23h10, voilà. Le rustre n'est pas. Mais attends, Spider-Man Across the Spider-Verse, partie 2, pas dans le top 30. Bah, je crois que c'est pas cette année, parce que je l'ai vu dans aucun site qui annonçait un film pour 2026. Donc je crois que c'est juste pas cette année. Hein. Moi, je l'ai pas vu pour 2026, donc bah, je le mettrai pour 2027, mais... Putain, il a raison de ouf, Mike, par contre. Et non, bah non, parce que du coup, c'est pas la bonne année. Et tu vois, encore une fois, Anaclusmos... Tu vois, Mike, c'est bien parce qu'à un moment donné, il est entreprenant, il se dit, peut-être j'ai eu tort, je reconnais. Et Anaclusmos, il vient, et lui, il défend encore une fois un truc qui est foncièrement faux, et il s'englue finalement dans ses propres méandres, tel finalement le sous-être qu'il est, et quelque part, ça me fait de la peine pour lui, parce qu'on voit finalement toute cette crasse qui suppure de sa personne, qui commence à jaillir de tous ses pores. Je t'emmerde, vieux tas de merde que tu es.
Bon, on l'adore, Anaclusmos. On l'adore. Arrête de te plaindre, t'es pathétique, mon pauvre. Non, mais c'est pour rire, on l'adore, notre Anaclusmos. Non, mais c'est 2027. Voilà, que ce soit pour Mike ou pour Anaclusmos, oui, le prochain Spider-Man, c'est 2027. Non, là, je pense que c'est bien. J'ai pas mal regardé. J'ai pas inclus le sport ou la musique. Sinon, il me fallait un top 50. Mais globalement, je pense pas avoir oublié grand-chose dans mes attentes. C'est 30 belles attentes. Il y a du cinéma indé, il y a du cinéma d'auteur, il y a de la série, il y a des films, il y a des jeux, il y a du cul, voilà. Hein. Tu peux montrer très très rapidement ton top 30 à top 20. J'étais pas là au début, tu regarderas la rediffusion comme tout le monde. Voilà, Flaco. Au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi? Tu veux voir le top 30, top 20? Offre 30 et 20 subs. J'attends. J'attends. Crochet ordinatoire, sinon. Non mais... Flaco, hein, ça... Arrête. Arrête. Offre 30 et 20 bits à la limite. Je peux pas, moi. Le seuil minimal, c'est... Le seuil minimal, c'est... En plus, je peux même pas... Attends, est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, je peux. Voilà, allez. Tac, tu vas les avoir, là. Je mets de 30 à 20. Allez, voilà, c'est comme ça. C'est pour faire plaisir à Flaco. Bon, en même temps, ça se déroule tout seul. C'est le temps de dire au revoir. Tu es le sang. Tu es le sang. Ah. Après, il n'y a que des films d'auteur et des trucs indés et des machins contemplatifs. Flaco, il n'y a aucune bagarre. Il est en train de me dire, putain, mais tu m'as fait perdre une minute. Là, Flaco, il n'y a pas de crochet, il n'y a rien. Il va se faire chier comme un rat mort. Vous imaginez emmener Flaco à Furciné Libre? Oh non. T'imagines? J'aimerais trop. Un jour, je vais aller voir un vieux film tchécoslovaque de 3 heures avec Papy et Flaco. Mais vraiment, hein, juste pour voir la gueule de Flaco, au bout de 10 minutes, il va être là. Genre, vas-y, faites chier, les gars, putain. Putain, c'est pas possible. Bon, allez, c'est parti. Et messieurs, dames, rendez-vous demain. Demain, très important. Vous imaginez même pas à quel point. Vous imaginez même pas à quel point. Demain, je vous donne tous les objectifs et tous les projets de l'année 2026. Et bah,